Bonjour, bonjour. On m'a demandé voilà, de présenter une petite réflexion sur cette notion de travail. Et donc, on ne sait pas tout raconter, il y a tellement de choses que l'on peut évidemment explorer autour de cette notion. Je vais partir d'un premier point qui est quelque chose que vous intuitionnez peut-être, et qui est le paradoxe dans lequel on semble être, où d'un côté on dit qu'il faut essayer de se réinsérer dans le monde du travail parce que, alors il y a plein de raisons, une des raisons sans doute triviales, c'est que ben voilà, économiquement, on ne peut pas assister tout le monde, il faut que les gens puissent se débrouiller tout seuls, donc il y a parfois une question simplement de gestion évidemment là derrière, de gestion de la cité, si vous voulez. Hein. Voilà, il faut bien faire comme on peut. Et puis par ailleurs, alors vous avez un discours qui vient se superposer à celui-là, et qui est que le travail, c'est vrai que c'est fort important pour la santé mentale. Si on veut aller bien, si on veut essayer de rester en bonne santé, eh bien, le travail est un des lieux qui permet précisément de pouvoir maintenir un équilibre et, dira-t-on dans les grands discours, permettra à chaque individu de pouvoir s'épanouir. Alors évidemment, vous comprenez le paradoxe tout de suite, parce que quand on dit rien que ce que je viens de vous raconter ici, oui, mais enfin, le monde du travail, c'est pas si simple que ça. Ça met en danger aussi des travailleurs éventuellement. Et donc, c'est assez curieux de voir au point de départ, quand vous regardez les choses à la grosse louche, ben, qu'on incite quand même les gens à reprendre du travail ou à trouver du travail, et en même temps, c'est un travail qui peut-être peut les mettre en danger. Et donc, du coup, on est un peu perdu. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Alors, le tout, c'est de comprendre d'abord, éventuellement, et ce sera une première manière de parler de ce qu'est le travail, mais pourquoi dit-on que le travail permet de s'épanouir? Même si ce qu'il est devenu dans la réalité, c'est une catastrophe ou c'est quelque chose qui est terriblement, parfois dégradant pour les individus. Alors, en gros, quand vous parcourez donc les théoriciens qui ont essayé de penser le travail, ils disent des choses qui ne sont pas tout à fait fausses quand même. Ils disent ceci, enfin, certains d'entre eux, du moins, disent ceci. Ils disent, dans le fond, si vous regardez, c'est vrai que le travail est un des trucs qu'on a inventé, nous les êtres humains, pour pouvoir accomplir en tant qu'être humain trois choses. Et c'est vrai qu'on peut se demander s'il y a une autre activité qui remplit ces trois fonctions-là. Alors, je vous les cite d'abord, je vais faire un petit commentaire après pour illustrer. Donc, première chose, c'est que ça nous permet, et quoi qu'on fasse, c'est pas faux, ça nous permet de pouvoir nous confronter au monde, et dans cette confrontation au monde, ça nous permet d'humaniser le monde. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ça semble être des grands termes, mais ce n'est pas tout à fait faux, c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. La deuxième chose, c'est que, et ce n'est pas faux non plus, le travail est un lieu quand même qui permet de se socialiser. Or, donc, le lien que vous pouvez faire vite, c'est quoi? C'est que nous sommes des êtres de relation, et effectivement, quelle que soit la fonction qu'on remplit, il y a une dimension de socialisation dans le travail. Si vous voulez, il n'y a personne qui fait un travail pour lui tout seul. C'est toujours pour quelqu'un, à l'initiative de quelqu'un, avec quelqu'un, enfin bref, voilà, donc c'est vrai que c'est un lieu privilégié où c'est pas pour rigoler, c'est pas pour passer du bon temps, on fait quelque chose ensemble. Et notamment, ce qu'on essaye de faire ensemble, c'est d'humaniser le monde dans lequel on est. Et puis vous avez un troisième point qui est aussi, dans une certaine mesure, juste, c'est que c'est par le travail, pas par le loisir, c'est par le travail où on fait des choses réelles qui vont avoir un impact, et bien que l'on peut tout simplement développer les talents qui sont les siens. Et donc ça implique, si vous voulez, pour le dire à la grosse louche, ça implique la reconnaissance des qualités que l'on a, le fait qu'on peut avancer et qu'on peut se perfectionner, qu'on peut découvrir des talents que l'on ignorait soi-même éventuellement. Enfin voilà, c'est dans la confrontation au travail que ce processus-là aussi s'opère. Donc je vais d'abord développer ça, qui permet de comprendre pourquoi, par-delà des raisons strictement économiques par exemple, on peut comprendre les gens qui disent il faut essayer d'amener les gens à s'insérer dans le monde du travail, quel que soit le travail en question. Et là, c'est vrai qu'on va pouvoir ouvrir, mais en attendant, voilà. Parce que ce n'est pas qu'une question de faire comme tout le monde, c'est une question pour chaque individu de se confronter à ce que c'est que de vivre pour un humain. Et qu'on soit fragile, pas fragile, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, ben, il faut qu'on puisse vivre comme des humains le plus possible. Ben voilà, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Et donc,
On doit pousser. Alors, donc, rapport au monde. Ben, rapport au monde, donc ça, c'est pas compliqué à comprendre, évidemment. C'est vrai que ce que l'on fait depuis la nuit des temps, en tout cas dans les pays occidentaux, mais dans toute culture, c'est la même chose. C'est on vit dans un monde que l'on ne comprend pas. Je vais vous le dire avec les termes de Marx. Donc, nous avons des besoins que nous devons satisfaire. Et le drame, c'est qu'on se retrouve devant une nature qui n'a que faire de nos besoins. Eh ben, comment on fait dans les cultures pour essayer de régler ce problème-là, qui est une réalité. Donc, enfin, comprenez, nous vivons, nous, dans un tel confort qu'on a l'impression que ce problème-là n'existe plus, mais pourtant, il suffirait que nous arrêtions tous de travailler, vous allez voir, ça va revenir sur la table. Hein. Donc, on a des besoins à satisfaire, le monde n'en a que faire. Ben, comment on fait pour essayer de trouver un accord et essayer de pouvoir vivre quand même dans ce monde qui ne se soucie pas de nous? Eh bien, donc dans nos cultures en tout cas, mais partout ailleurs c'est la même chose. Donc ce que l'on va faire, c'est tout simplement essayer de travailler le monde. Donc c'est-à-dire de le transformer. On va dire dans des belles phrases, on va essayer d'humaniser le monde. Alors humaniser le monde, ça veut dire essayer de le réduire ou de le ramener à ce qui nous est utile en essayant de limiter la part horrible de ce monde. Par exemple, un tremblement de terre ou je ne sais pas quoi qui pourrait nous anéantir d'un coup. Ben voilà, on essaye de prévoir, d'anticiper, de réfléchir à comment on va faire nos maisons pour ne pas qu'elles s'écroulent si jamais il y a ce genre de choses, comment on va faire pour pouvoir passer l'hiver quand il n'y a plus rien qui pousse dehors. Enfin, voilà, ce sont toutes ces choses-là, hein, pas besoin de faire un long inventaire, vous avez compris l'idée. Donc, pour nous les êtres humains, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, il n'y a rien d'horrible là-dedans. Il est impossible désormais pour la nature d'exister sans notre consentement. Du fait que nous existons, ce n'est pas du fait qu'on est méchant. Mais donc par exemple, si vous dites, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode, il faut absolument qu'on préserve des coins de la nature qui sont des coins sauvages où l'homme ne commence pas à tout détruire, bien, ce que vous êtes en train de dire, c'est quoi? C'est que donc même les coins sauvages qu'on va essayer de préserver, les zones naturelles, etc., ne peuvent exister que parce qu'on l'a décidé. La nature, désormais, dépend de nous. Pour être ce qu'elle est, on la détruit, on la préserve, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça passe par nous d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est tout ce travail. Alors chez Marx, si vous prenez le vocabulaire de Marx, cette confrontation entre mes besoins qui doivent être satisfaits, manger, se nourrir, se chauffer, etc., et une nature qui peut satisfaire ses besoins, mais qui n'en a que faire, qui ne le fait pas spontanément, eh bien cette confrontation entre les deux, ça va se traduire dans ce qu'on appelle, donc si vous prenez le vocabulaire de Marx, ça va se traduire dans l'art. Le travail est avant tout l'art que chacun d'entre nous nous développons avec les compétences qui sont les nôtres. Donc cet art que nous développons pour essayer de nous y retrouver dans ce monde et de le rendre humain pour nous et nos enfants. Voilà. Donc ça c'est la première partie. Donc c'est vrai que, donc, par exemple, c'est vrai dans le travail salarié ou comme indépendant, mais même si vous êtes chez vous ou dans une institution ou je ne sais où, moi peu importe, et que par exemple vous essayez d'embellir la pièce où vous habitez, que vous essayez d'embellir le jardin qui est autour de votre maison, vous êtes déjà dans cette confrontation au monde et vous essayez de le rendre à votre mesure, d'en faire quelque chose où vous êtes bien. Et donc vous humanisez le monde d'une façon ou d'une autre. Donc vous voyez déjà ici, le travail, effectivement, cette confrontation au monde ne se réduit pas au travail en tant que fonctionnaire indépendant, salarié, avec un salaire à la clé, etc. Mais même pour ces gens-là, il y a une confrontation au monde, il n'y a rien à faire, par lequel ils passent évidemment. Socialisation, deuxième dimension, donc nous vivons dans le monde, ben, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien qu'on se débrouille avec le monde, donc ça c'est vrai pour tout le monde, qu'on soit malade, pas malade, qu'on soit grand, qu'on soit petit, enfin, là, tout le monde est confronté à ça, le travail c'est ce qui permet de le faire. Deuxième chose, c'est que nous ne vivons pas tout seuls. De temps en temps, on en a marre des autres, et on voudrait bien pouvoir être tout seul, mais on vous dira en philosophie, par exemple, que même le fait de s'isoler, c'est encore une manière d'être en relation avec les autres. Donc c'est pas soit je suis avec les autres, soit je ne suis pas avec les autres. Quand je suis avec personne, c'est une façon de vivre, donc on va dire, c'est une façon de vivre son être en relation avec les autres, d'une certaine manière, c'est-à-dire ici, d'une façon où je suis privé de ces relations, personne ne vient me voir par exemple. Mais j'ai besoin de relations, c'est ça qui est terrible. Nous sommes fondamentalement des êtres relationnels. Eh bien, un lieu effectivement où ce n'est pas le hasard qui fait qu'on se rencontre, ce n'est pas pour ne rien faire et qu'on ne sait pas quoi se dire, hein, éventuellement, un lieu où on fait des choses ensemble,
où on est effectivement mis en mouvement par les autres. C'est celui qui commande le travail que je vais prester, et donc celui pour qui je vais travailler éventuellement. C'est les gens avec lesquels je vais travailler, et donc on doit s'arranger entre nous, etc. Eh bien, un lieu où on le fait pour du vrai, pas pour rire, pas pour le plaisir simplement, pas gratuitement, mais parce que c'est notre vie qui est en jeu, et donc on travaille sur le monde parce que notre vie en dépend, eh bien, c'est effectivement dans le travail. Le travail a aussi cette dimension-là de nous permettre d'accomplir cette dimension. J'ai une place, j'ai une compétence, et c'est vrai que ça peut servir à l'ensemble du groupe dans lequel je suis. Et donc, ben voilà, ce sont les rivalités de temps en temps, les jalousies, etc., qu'il faut régler aussi. Ça fait partie du vivre en commun, mais le lieu du travail est un lieu privilégié pour ce genre de choses, à l'occasion d'un exercice qui est un exercice bien réel et qui permet à tout le monde de continuer à vivre par conséquent. Donc il n'y a pas de petit travail, il n'y a pas de travail inutile, parce que ben, voilà, ça permet de vivre et ça nous permet d'être en relation par conséquent et de développer cette dimension-là qui est la nôtre. Même si de temps en temps, je le concède, c'est insupportable. Hein, donc ça, on est bien d'accord. Bon, enfin voilà. Troisième chose que je vous disais rapidement, c'est que, ben, évidemment, hein, à l'occasion de l'exercice d'un art, d'un métier, quel qu'il soit, hein, donc que ce soit donc à titre privé ou à titre officiel, ben, ce que l'on fait dans cette confrontation au monde et aux autres, et parfois on n'en a pas conscience, hein, mais c'est l'air de rien développer des compétences que l'on a et qui sommeillent en nous. Donc on apprend des langues, on apprend à faire ceci, à faire cela. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà tenté de faire ce genre de choses. Moi, je m'y suis risqué, mais à mes risques et périls. C'est par exemple simplement de monter un mur. Eh ben, pour faire un mur droit, ben, on a beau être intellectuel, tout ce qu'on veut, ben, c'est un métier, il n'y a rien à faire. Hein. Et donc on a l'impression que, ben, oui, mais les maçons, c'est facile, c'est des gens qui ne vont pas à l'école, etc. Ben oui, ben, ils ont un talent, ces gens-là. Et c'est terrible de voir à la vitesse à laquelle ils le font en plus. Ben voilà, en faisant ce genre de choses que les intellectuels pourraient dévaloriser, n'empêche qu'on a là des gens qui ont acquis une compétence, et il suffit de s'y risquer soi-même pour voir l'écart qui peut nous séparer de nous en tant qu'amateurs et de ces gens-là qui véritablement ont un talent. Hein, donc pour faire, j'ai un ami, pour vous donner des exemples un peu bizarres, mais qui moi m'émerveille et qui montre bien qu'on peut passer à côté de plein de choses. Hein. J'ai un ami qui est un amateur, mais plus qu'un amateur, de voitures. Quand vous entendez une voiture passer, ben, moi je dois vous avouer, moi qui n'y connais pas grand-chose, ce n'est pas une passion pour moi, c'est une voiture qui passe. Voilà. Et ça fait du bruit, c'est insupportable. Eh bien lui, la voiture n'est pas encore passée, il sait vous dire le type de moteur que c'est, il sait vous dire qu'il y a manifestement un piston qui ne tourne pas rond, enfin il ne tourne pas rond non plus de toute façon, mais enfin qui ne fonctionne pas bien. Enfin, il a une oreille, de par les compétences qu'il a dans le champ de la mécanique, que moi je n'ai absolument pas, et donc même sans voir le véhicule, rien qu'à l'ouïe, il arrive à déceler effectivement des choses, hein, comme donc du coup la marque de la voiture. Donc il ne sait quand même pas vous dire la couleur, hein, donc ça il ne sait pas le faire. Mais c'est incroyable de voir voilà, un talent donc, qui est peut-être sans intérêt, hein, qui ne vous émeut pas beaucoup. Mais moi je trouve ça extraordinaire. Enfin, quand vous travaillez ou quand vous accompagnez des gens qui travaillent dans le bois, mais de nouveau, parce que moi je suis un ignare, ce sont des gens qui vous ouvrent un monde, enfin. Rien qu'à voir un bois, ils savent vous dire s'il est comme ceci, comme ça. Enfin, voilà, c'est tout un monde, comment on peut le travailler, ce qu'on peut faire avec, ce qu'il ne faut surtout pas faire avec. Enfin, c'est extraordinaire d'entendre ces gens-là. Donc voilà, chacun d'entre nous, du simple fait de vivre, ben, on fait des choses qui ne sont peut-être pas valorisées par la société, ça c'est possible, mais en attendant, c'est vrai que dans ces choses que nous faisons, par lesquelles on transforme un peu le monde, on le chipote, eh bien c'est vrai qu'on déploie, on ne reste pas, si vous voulez, à l'état brut de la naissance, on déploie par ce genre d'activité des talents et on devient une singularité, quelqu'un qui a cette vie-là et qui, parce qu'il a cette vie-là dans ce contexte de travail, eh bien, a des compétences singulières, à la différence des autres. Et voilà que du coup, on peut devenir effectivement quelqu'un sur qui on peut compter, qu'on peut nous appeler pour faire ça, pas pour faire autre chose, mais pour faire ça éventuellement, et on peut donc aider, etc. etc. Donc quand vous regardez, on peut comprendre, c'est vrai qu'il ne faut pas faire une grande lecture de ce qu'est le travail au sens très général du terme, c'est vrai que c'est une confrontation au monde, un vivre en commun et un rapport à soi, hein, qui permet de se déployer en tant qu'être humain. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes quoi ? Quel que soit le statut qu'on peut avoir dans la vie, ben, nous sommes quelqu'un qui est face au monde, avec d'autres, et en rapport avec soi. Voilà.
Et donc, je vous mets au défi de trouver quelque chose d'aussi prégnant que le travail sous quelque forme que ce soit qui permette d'accomplir tout cela que nous sommes. Donc on peut comprendre, hein, donc c'était mon point de départ, on peut comprendre qu'on dise à tout le monde qui à un moment donné de sa vie est en décrochage par rapport au monde du travail ou qui a des difficultés à s'insérer dans ce monde du travail, il faut absolument développer de l'inclusion, des aménagements raisonnables, enfin tout ce que vous voulez dans le monde du travail pour que les gens, quelles que soient leurs différences, puissent y trouver une place. Parce que, une fois encore, ce n'est pas qu'une question économique, c'est comment voulez-vous que les gens puissent s'épanouir, déployer l'être humain qu'ils sont, si on ne passe pas par là. Il y a des gens qui d'ailleurs le font remarquer à contrario, donc pas par l'autre exemple, c'est quand ils prennent leur pension. Donc autant tant que je travaille, j'ai une place, je joue à un jeu, et donc c'est pas tous les jours facile, je râle, etc. Mais n'empêche que c'est vrai que j'ai quand même une place, ma vie a un sens. Et puis le jour où on est pensionné, donc c'est pas vrai de tous les pensionnés, il y en a qui sont contents, qui n'attendent que ça. Hein. Mais il y a des gens, en tout cas, qui disent le jour où on est pensionné, mais c'est terrible, c'est le vide. Enfin, je remplis mes journées de quoi maintenant, quoi. Et donc derrière la plainte, qui est peut-être simplement un changement de style de vie qu'il faut apprivoiser, hein, mais c'est vrai que si je ne fais plus rien de mes activités, si ma journée ce n'est plus que regarder l'ordinateur, comment voulez-vous déployer ce que je suis dans une activité comme celle-là? C'est un peu court, ou en tout cas ça peut paraître court à des gens qui ont connu évidemment des activités. Donc ça c'est pour le point de départ. Donc voilà, on peut comprendre tous ces gens qui disent voilà, il faut essayer de pousser les gens à travailler d'une façon ou d'une autre, quel que soit le type d'activité, salarié ou comme bénévole, dans des associations, enfin peu importe, mais du moment que ces trois dimensions-là sont présentes, sous une forme ou sous une autre. Et en sachant bien que ce n'est pas facile, parce que le monde résiste, les autres sont insupportables, et le rapport à soi n'est pas toujours évident. Donc ce n'est pas une partie de plaisir qu'on promet ici, mais c'est un type d'exercice, d'activité par lequel, dans les résistances que l'on rencontre, on peut finalement s'épanouir. Alors le problème, c'est quoi? Donc le paradoxe que j'évoquais pour commencer, c'est que tout cela c'est bien beau, ce n'est peut-être pas faux, mais en attendant, quand on voit ce que le travail est devenu, et là on va partir du travail officiel, quoi, hein, tout ce que je viens de vous raconter, en fait, ça tourne au fiasco. Et donc, du coup, vous voyez la tension arriver, autant j'ai le droit d'avoir des exigences par rapport au travail, d'attendre du travail, quel qu'il soit, qu'il me permette de m'épanouir, autant ce que l'on croit constater aujourd'hui, quand on lit en tout cas les spécialistes du monde du travail, les cliniciens du monde du travail, ce que l'on croit constater, c'est que l'organisation du travail depuis plusieurs décennies, c'est non pas d'aider les gens à s'épanouir, mais c'est au contraire de les abrutir jusqu'à les désespérer. Et donc c'est le burn-out et compagnie, enfin tous ces trucs-là dont on parle beaucoup dans la littérature, effectivement. Alors il faut essayer de comprendre, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il y a dans l'organisation du travail qui fait que si je suis en bonne santé et que je m'y risque, je prends le risque effectivement de souffrir sur le plan de ma santé mentale et parfois même physiquement. Et si je suis en difficulté maintenant, fragilisé dans ma santé mentale, qui fait qu'on me promet que ça va m'aider et en fait ça va aggraver mon cas. Et ça ne va pas être évident, malgré les aménagements raisonnables, enfin tout ce baratin qu'on entend aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas que du baratin, hein, on fait des choses, mais voilà, en attendant, les conditions de travail restent dures quand même dans pas mal de cas. Alors, on va reprendre les 3 points pour que vous voyez en quoi on est confronté à une perte de sens, à une dérégulation du monde du travail, de telle manière que le plan prévu, on n'y est pas tout à fait. On n'est pas dans cette logique d'épanouissement des gens par le travail, on est plutôt dans autre chose, en tout cas de manière générale. Il y a toujours des exceptions, évidemment, ça je vais en dire un mot tout à l'heure. Alors, si vous prenez d'abord le rapport au monde, c'est le plus facile, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui avec les informations que nous avons, ce que sont les métiers que nous exerçons dans nos pays, on a dit que ça a du sens parce que ça permet donc d'humaniser le monde dans lequel on vit de telle manière que notre vie puisse s'y accomplir. Et donc c'est vrai que c'est par le travail que ça se fait pas tout seul. Eh bien quand vous regardez ce qu'est devenu le travail depuis une cinquantaine d'années, ce que l'on dénonce dans ce rapport au monde, c'est que le travail, bien des métiers que nous accomplissons, sont des métiers qui, d'une manière ou d'une autre, supposent qu'on est en train de détruire ce monde. On ne l'humanise pas. Ce qui est dénoncé, vous connaissez tous les thèmes sur l'environnement, c'est qu'effectivement, en fait, pour pouvoir continuer à vivre comme nous vivons
Et pour pouvoir notamment exercer nos métiers, eh bien, il faut que j'assume le fait que je détruis cette planète et que donc pour mes enfants, mes petits-enfants ou mes arrière-petits-enfants, je suis en train de préparer une catastrophe. Comment voulez-vous... Donc par exemple, hein, on est venu ici, moi je ne sais pas comment vous êtes venu en voiture. Eh bien, vous commencez à déconstruire la voiture, c'est quoi? Est-ce que ça contribue au bien de la planète ou pas? Donc pour venir ici, on a dû accepter de saccager à proportion de notre responsabilité et de la voiture qu'on a, mais on a dû accepter de saccager un peu plus la planète. Bienvenue. Et vous voyez comme ça plombe l'ambiance. Mais maintenant, quand tous les jours vous allez travailler, là où vous allez travailler, de nouveau que ce soit du travail salarié, du bénévolat, enfin tout ce que vous voulez, et que vous vous rendez compte que pour exercer votre métier, parce qu'il faut humaniser le monde, enfin voilà, on a des besoins à satisfaire, en attendant je ne l'humanise pas, mais je suis en train donc de détruire cette planète, comment voulez-vous que j'ai encore le sentiment de faire du bon travail? C'est ce que des gens comme Christophe Dejour, enfin je ne sais pas si vous connaissez tous ces gens-là, donc des spécialistes du monde du travail, dénoncent dans leur clinique. Ce qu'ils entendent dans des histoires qu'ils racontent, c'est quoi? Ce sont des travailleurs qui vous disent, et c'est un aspect du problème, mais vous pouvez le comprendre dans ce rapport au monde, c'est que ce qu'on me demande aujourd'hui, c'est de mal travailler. Et ici, le mal travailler se réduit simplement au fait que plus j'avance, plus je construis ceci, cela, plus je détruis ceci, plus je fais des meubles, eh bien, plus je fais mon métier. Et effectivement, avec toutes les informations qu'on entend aujourd'hui, j'ai l'impression de mal faire, c'est-à-dire de détruire l'avenir des générations à venir. Donc, vous imaginez, si vous avez déjà les reins solides, dire que par le travail vous allez vous épanouir quand vous savez ce genre de choses, à supposer que ce genre de choses soit juste, que cette information-là soit correcte, ben déjà quand on a les reins solides, bonjour l'ambiance quoi. Hein. Maintenant imaginez que je sois épuisé par mon travail, que je sois un peu fragilisé. Mais comment voulez-vous que je supporte un truc pareil? Ben, on ne fait que rajouter du malheur au malheur, quoi, de la fragilité à la fragilité. Et évidemment que pour avoir le moral d'aller travailler et trouver un sens, ben, j'allais dire il faut se lever tôt, ben, je crois qu'il ne faut même pas aller se coucher. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un monde qui commence à devenir un monde de fous, bien sûr. Donc, il y a là quelque chose qui est interpellant, évidemment. C'est le fameux slogan, s'il fallait vous le dire autrement, des choses que vous avez déjà entendues, c'est le fameux slogan de l'exploitation infinie d'un monde fini. Et chacun d'entre nous, par les activités que nous menons, même quand on part en vacances, eh bien, nous contribuons à ça. Donc, donc, ça ne concerne pas que le travail, petit nota bene, je ne vais pas me rendre sympathique là pour le coup, mais c'est vrai que si vous avez prévu de partir en avion l'année prochaine, en vacances, si vous êtes parti en avion, par exemple, donc cette année, eh bien, à votre dimension à vous, l'avion n'est pas ce qui pollue le plus, mais vous contribuez à la destruction du monde. Et si c'est en plus pour aller simplement bronzer sur une plage, enfin bon, ça, peu importe, c'est une question de goût. Mais comprenez, enfin, comment. Donc quand vous dites aux gens, c'est pour vous montrer la difficulté dans laquelle on est, le désarroi dans lequel on est, et qui ne fait que rajouter du malheur au malheur, quand on dit aux gens, écoutez, c'est pas que vous ne pouvez pas prendre de vacances, mais arrêtez de prendre des vacances comme ça. Quand vous regardez les chiffres de Zaventem, ils n'ont jamais eu autant de clients que cette année-ci. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on dise aux gens pour qu'ils percutent que peut-être dépenser de l'argent dans des avions pour aller en vacances, c'est-à-dire pour ne rien faire, ça ne va pas transformer le monde, ça ne va que le détruire. Dans des pays parfois où ils en ont marre de voir des touristes en plus, enfin, il faut reconnaître qu'il faut vraiment vouloir partir en vacances, quoi, que c'est indélogeable cette affaire-là. Vous voyez, enfin voilà. Donc c'est vrai que nous vivons dans un monde où pour trouver du sens à ce que nous faisons, avec toutes les informations que nous avons, alors je dis ça sous couvert que ces informations soient justes. Il peut toujours y avoir un débat, et il y a des climato-sceptiques, etc., qui s'amusent à faire un débat de tout ça. Mais en attendant, vous comprenez qu'on entend ces choses-là, on ne peut pas tout vérifier. Moi, dans ce petit monde-là, j'ai l'impression que je ne peux rien changer, et j'ai même l'impression que, puisqu'il faut bien que je vive, je dois contribuer à la continuité de la destruction du monde. Un paradoxe que je vais vous... enfin, donc, un exemple que je vous donne pour que vous voyez l'impasse dans laquelle on est. Il y a des années, j'ai eu l'occasion d'aller à Madagascar, et un des problèmes de cette île, c'est qu'on est en train de la raser. Donc il n'y a plus rien. Enfin, les forêts sont en train de disparaître. Et donc en discutant avec les gens, ils m'expliquent la majorité des personnes sur l'île sont pauvres,
Et la seule chose qu'elles aient trouvée pour pouvoir continuer à vivre, c'est de vendre du charbon de bois. Et du coup, du charbon de bois, comment on fait? On abat tout ce qu'on peut abattre et puis on fait du charbon de bois avec. Alors on leur dit, non, vous êtes en train de détruire votre île, on ne saura plus y vivre si ce n'est plus qu'un désert, enfin faites attention, vous devez arrêter. Alors, réponse des gens, je veux bien arrêter, mais je vis comment? Alors comme on n'a rien à leur proposer, il n'y a pas de plan B, ils continuent à dévaster. Voilà. Et donc comment voulez-vous? Donc on est vraiment dans des impasses, le monde du travail devient un truc de fou, en fait. Et dans des pays comme ceux-là où il y a beaucoup de pauvreté, c'est vrai que c'est facile de dire il faut pas, mais évidemment on est devant une impasse. Enfin bref, donc du côté du rapport au monde, on me dit que le travail c'est une façon d'humaniser le monde à travers un art, et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que cet art cache en fait quelque chose de terriblement problématique qui nous désole et qui nous fragilise mentalement. Comment garder le moral dans ce contexte-là? Comment même, c'est même pire que ça, ne pas se sentir coupable de travailler? En tout cas tel qu'on nous le propose aujourd'hui, avec les moyens qu'on nous propose, qui se révèlent destructeurs finalement. Heureusement, il faut tout de suite pondérer ce que je vous raconte, il y a des initiatives qui existent, qui permettent d'essayer de changer de modèle. Mais la tendance générale, on n'a pas l'impression qu'elle change pour le moment. Alors, deuxième chose, au niveau social. Au niveau social, donc c'est vrai qu'on nous dit, voilà, le lieu du travail, c'est un lieu où on peut vivre en relation avec d'autres. Il y a la personne qui commande un travail, il y a les gens avec qui on travaille, ça crée des relations, ça crée des tensions aussi, mais c'est ça, vivre au milieu des hommes, au milieu des humains, c'est des liens d'amitié, des liens d'amour parfois, et puis de temps en temps des disputes, et voilà, et donc c'est tout ça qui fait que nous sommes des êtres de relation. Donc ce n'est pas un problème majeur. Sauf que dans le cadre du travail en particulier, ce que pas mal de spécialistes dénoncent, c'est que l'organisation du travail telle qu'elle a tendance à se déployer, heureusement ce n'est pas partout, c'est une tendance, mais une tendance que certains disent, moi je ne sais pas le mesurer, majoritaire, c'est qu'en réalité cette organisation s'amuse à détricoter le lien social, plutôt que de le permettre. Alors je vais vous donner des exemples directs ou indirects qui de nouveau font du monde du travail un charnier, enfin un truc épouvantable. D'abord, vous avez évidemment le travail en tant qu'il organise et qu'il creuse les inégalités sociales. Dans pas mal d'entreprises, même en Belgique, même chez nous, quand vous regardez l'écart, donc ça il faut aller lire du côté par exemple des publications d'Oxfam qui font un travail sérieux sur ce genre de questions, quand vous regardez l'écart qu'il peut y avoir, récemment on en a parlé pour Bipost, l'écart qu'il peut y avoir entre le responsable de l'entreprise et le salaire moyen des travailleurs de cette entreprise, mais je ne sais pas, c'est peut-être moi qui suis sensible, je n'en sais rien, mais comment ne pas être révolté? Que soi-disant le travail, c'est une façon de nous rapprocher dans une épreuve, dans un travail qui nous réunit, penses-tu? En fait, c'est un lieu qui est organisé de telle manière que des inégalités sociales deviennent écœurantes. Et comment voulez-vous qu'on ne soit pas effectivement du coup, mais tellement écœuré que vous avez des gens qui sont souvent liés à des mouvements extrémistes, mais qui ont envie de faire péter la baraque, ça devient inacceptable. Vous avez des modes d'organisation dans certaines entreprises, je vous donne c'est des anecdotes ponctuelles, mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. Donc comment on va faire pour organiser le travail? C'est-à-dire pour faire en sorte que les gens ne commencent pas à discuter entre eux, et éventuellement en discutant entre eux, et l'idée de créer un syndicat qui éventuellement pourrait créer des problèmes, et on va devoir négocier, etc. Eh bien, il y a des entreprises, ce sont des choses qui sont décrites et qu'on peut retrouver, il y a des entreprises qui s'amusent à engager des étrangers. Alors, les étrangers ont le droit de travailler aussi, évidemment, mais ce n'est pas par générosité qu'ils le font, ils le font simplement parce que si vous engagez des étrangers qui sont des étrangers entre eux, donc venant de pays différents, ne parlant pas donc la même langue, eh bien, vous êtes en train de renforcer le fait que ces gens-là, ne pouvant pas parler ensemble parce qu'ils ne se comprennent pas, ne vont pas rouspéter, et donc ils n'ont qu'à faire leur travail, et puis c'est tout. Donc vous voyez, ça va jusque-là, des modes d'organisation qui tiennent compte de ce genre de réalité pour éviter qu'il y ait justement de la relation entre les travailleurs. Il y a des gens qui ont, autre exemple que je vous donne, il y a à boire et à manger là-dedans à mon avis, mais qui disent faites gaffe avec le télétravail.
À la fois, c'est une chance parce que du coup, on roule moins, on a moins de stress, et c'est vrai que si on peut faire une partie de son boulot en télétravail, ben pourquoi ne pas le faire? Il y a un côté positif, mais il y a des syndicats notamment qui, je ne sais pas s'ils ont raison jusqu'au bout, disent en attendant, pour une entreprise, quand tout le monde est chez lui, plus personne n'est en relation directe avec les autres, et évidemment, ça pour une entreprise, c'est génial. Diviser pour régner. Voilà. Et donc ça peut être vu comme des modes de stratégie, effectivement, pour ruiner de nouveau, par exemple ici, les syndicats, etc. Et tout ce qui pourrait faire que les gens se parlent, échangent, essayent de trouver des solutions à leurs problèmes, et puis parfois rouspètent, hein, parce qu'ils pensent qu'ils doivent rouspéter, effectivement. C'est aussi, pour vous donner un dernier exemple, hein, de ce monde du travail qui est terrible, hein, soi-disant qu'on va travailler ensemble, on va essayer de s'unir dans l'effort, eh bien c'est évidemment la concurrence que l'on crée parfois entre les travailleurs. Alors ça, c'est soit au niveau des entreprises, en interne, soit à l'international. Hein, quand vous travaillez dans un secteur et vous savez qu'il y a une usine dans un autre coin du monde et la main-d'œuvre là-bas est 3 fois moins chère que chez nous, voilà que vous rentrez en concurrence avec pourtant des collègues qu'on ne connaît pas directement, mais qui font le même métier, on pourrait se rencontrer, voir comment on peut se débrouiller. Ben non, pas du tout, ce sont maintenant des ennemis. Et la question, c'est comment on ne va pas perdre nos emplois, et donc il ne faut surtout pas que ça soit eux qui l'aient. Et donc vous avez de la concurrence qui est aussi organisée. Vous avez De Gaulle-Jacques, je ne sais pas si vous connaissez ce bonhomme-là, De Gaulle-Jacques, il a une petite expression qui est assez bien trouvée. Il dit « l'organisation du travail est devenue quoi? Elle est devenue la lutte, alors vous connaissez l'expression la lutte des classes, hein, propre à Marx, et lui il dit ça devient la lutte des places. C'est-à-dire que les gens entre eux convoitent les postes qui se libèrent, mais tout le monde est sur le marché et l'entreprise joue avec ça. Parce que du coup, ben, je dois montrer que je mérite ce poste, donc je vais essayer de faire mieux que les autres, et voilà, c'est une concurrence effectivement qui s'installe d'une façon ou d'une autre. Enfin, quand vous regardez ce que racontent de nouveau des spécialistes qui vont dans les entreprises, qui regardent un peu comment ça fonctionne, etc., c'est vrai qu'il y a pas mal de situations. Donc je dis, il y a pas mal de situations, il y a bien sûr des exceptions, il y a plein d'exceptions qu'on pourrait raconter, mais il n'est pas rare de voir que les relations sociales au sein du monde du travail sont quand même assez délétères, évidemment. Alors, je vais vous donner un autre exemple encore que j'ai pu observer moi-même, parce que c'est dans un des lieux où je travaille. Donc il est de bon ton de pouvoir accueillir dans les lieux de travail des personnes qui sont en difficulté, soit de problèmes de santé mentale, soit de problèmes physiques. Donc des personnes qu'on dit en situation de handicap. Bon. Et donc dans un des lieux où je travaille, on a donc accueilli effectivement une personne qui est en difficulté. Le problème, c'est quoi? Alors qu'on est dans l'associatif, que donc on est dans la relation de soins, donc tout le monde là travaille dans le cadre de la relation de soins, on est sensibilisé à ce genre de problématiques, etc. Eh bien, c'est que cette personne avec ses différences, eh bien, effectivement, freine tout le monde. Donc concrètement, ben, on doit s'occuper d'elle de temps en temps, on doit éventuellement de temps en temps vérifier ce qu'elle fait. Mais vous imaginez, tout le monde est surchargé, et donc voilà que à la fois personne n'est contre l'idée d'accueillir une personne évidemment, mais en même temps, personne n'a le temps de s'en occuper, de lui apprendre ce qu'il faut lui apprendre, comme on l'a fait avec chacun d'entre nous. Donc quand vous débarquez dans ce bazar-là, ben, on vous a dit comment il fallait faire, on vous a épaulé, puis à un moment donné, on vous lâche, quoi. Mais ici, voilà, on n'a pas le temps, puis de toute façon, cette personne a des limites qui sont liées à ce qu'elle est, et donc comment voulez-vous? On ne peut même pas dire qu'on va la lâcher un jour, et donc personne ne veut s'y coller. Et du coup, quelle est la situation? Donc, soi-disant, le travail comme lieu d'épanouissement, où on est en relation, on se respecte, on essaye en tout cas, etc. Eh bien, cette personne a été mise concrètement, dans ce que moi je crois voir, elle a été mise dans une voie de garage, dans un bureau où elle ne dérange personne. Voilà. Et quand vous voyez ce genre de choses, donc vous voyez bien, c'est pas que les gens sont méchants. L'organisation du travail, même dans une association comme celle-là, est telle que personne n'a le temps de pouvoir accompagner cette personne. Et je suis certain que si on pouvait changer ce mode d'organisation, ben, les gens ne se battraient peut-être pas, mais en tout cas, ils seraient plusieurs à pouvoir accepter d'accompagner la personne dont je vous parle. Mais comme ce n'est pas organisé pour, ben, on nous dit qu'il faut accueillir, être inclusif, on le fait, mais les conditions ne suivent pas, et du coup, de mon point de vue, c'est un fiasco. Avec une personne qui est bien contente d'être là, donc elle ne dit rien, pour ne pas créer de problème, et pouvoir dire qu'elle vient travailler. Mais elle vient travailler pour faire quoi? Rien.
Donc, c'est d'une tristesse désolante, quoi. Donc voilà, dire que le monde du travail, c'est effectivement un lieu de camaraderie où on va s'épauler, de temps en temps se disputer, etc. Enfin bref, on va vivre sa vie sociale, si vous voulez. Hein. Donc cette intégration sociale, c'est vrai dans certains lieux privilégiés, dans des scopes par exemple, ou des trucs comme ça, mais il y a quand même pas mal de secteurs, même dans l'associatif, où c'est pas aussi simple qu'on le veut. Donc vous imaginez de nouveau, moi qui veux m'épanouir personnellement au niveau relationnel aussi, quand je me retrouve dans des conditions de travail comme celle-là, comment voulez-vous que je puisse m'y sentir bien? Si j'ai la chance de venir en étant en bonne santé, comment voulez-vous que j'en sorte indemne? Si j'ai des fragilités, comment voulez-vous que ça tienne le coup? Enfin, donc voilà, enfin, c'est bien beau de dire le travail socialise, mais la réalité est peut-être un peu différente dans pas mal d'endroits. Et puis vous avez dernier axe qu'on avait évoqué, où là aussi c'est beaucoup plus complexe que l'image idyllique que je vous ai dépeinte. Donc c'est le rapport à soi, le travail comme lieu d'accomplissement personnel de ses compétences, de ses talents, comme lieu de découverte même de talents qu'on ne soupçonnait pas éventuellement. Et donc ça c'est évidemment enrichissant, etc. etc. Bon. Eh bien, ce qui est vrai, c'est que tout d'abord, donc ça, la clinique nous l'apprend, vous l'avez entendu, hein, vous l'avez lu certainement, ben, c'est que de plus en plus, on se rend compte que des travailleurs, donc quels qu'ils soient ici, sont mis en situation de stress, en situation de devoir, comme je vous l'ai dit, mal travailler, du coup de décrocher, de perdre du sens, effectivement, de ne plus voir le sens dans leur travail. Et donc, on se rend compte aujourd'hui, manifestement, dans le monde de la santé notamment, que je connais un peu mieux, moi personnellement, qu'on a de plus en plus de gens qui décrochent. Le travail rend malade, en réalité. Alors il y a des gens qui passent entre les mailles, il y a des gens qui ont peut-être plus de résistance, je n'en sais rien. Mais en tout cas, donc, regardez par exemple dans le monde des hôpitaux, la difficulté, donc d'abord la fuite des gens et la difficulté de recruter. Et voyez l'écart qu'il y a entre le discours politique et la réalité du terrain. Quand vous discutez avec les gens, c'est le monde de l'hôpital est devenu fou, ça n'a plus de sens. Réponse du politique parfois alimentée par les syndicats, c'est il faut revaloriser la profession. Mais ce n'est pas ça que les gens demandent d'abord. C'est vrai qu'il faut vivre de son métier dignement, hein. Mais ce qui est en jeu, me semble-t-il, c'est d'abord une organisation qui confine à la perte de sens. Hein, et d'où ce que certains évoquent, des travailleurs qui disent ce qu'on me demande quand je dois soigner un patient, c'est de mal le soigner. Par exemple, parce qu'on n'est plus assez nombreux, on n'a pas de temps, donc du coup on fait vite ce qu'on a à faire, mais tant pis pour le reste. Et quand ça devient une habitude, donc ce qu'on vous demande finalement, ce n'est pas une fois ou l'autre ou de temps en temps, il y a panique à bord, non, ça devient ce qu'on doit faire régulièrement, ben vous avez l'impression que vous ne soignez plus personne en fait. Vous voyez, donc le rapport à soi, effectivement, d'avoir l'impression de faire quelque chose de valorisant, de se retrouver, d'être valorisé par les autres, c'est vrai qu'apparemment il y a des secteurs en tout cas qui trinquent et où cette question du sens évidemment disparaît. Maintenant je vais vous donner deux exemples. Ce sont des choses qu'il faut connaître, je crois, pour comprendre certaines situations qui nous sont décrites parfois dans les médias ou via des personnes que l'on connaît. De plus en plus, Roland Gori, je ne sais pas si vous connaissez Roland Gori, c'est un psy français qui explique ceci, c'est que, et ça contribue à ne plus se sentir valorisé par son travail, il dit, je pense qu'il a raison pour plein de métiers, il dit, si vous regardez un peu l'évolution du monde du travail chez nous, ce à quoi on assiste, c'est à, donc voilà l'expression qu'il utilise, c'est à une prolétarisation des métiers. Alors, ce qu'il veut dire, ce n'est pas que les gens deviennent pauvres par leur travail, même si vous savez qu'il y a des métiers où les gens ne vivent même plus suffisamment, enfin ne gagnent plus assez pour pouvoir vivre de leur métier. Donc ça existe, mais ce n'est pas ça que lui vise ici. Donc ce qu'il veut dire, c'est quoi? C'est que de plus en plus, et j'imagine que certains pourraient en témoigner ici de par leur métier, le monde de la santé est un lieu où on ne vit que de cela, de plus en plus, vous avez des experts qui nous imposent des procédures de soins, procédures d'accompagnement, des appels à projets, il faut rentrer donc dans des cases, etc. Enfin bref, de plus en plus, il faut se soumettre à toute une série de contraintes qui viennent de l'extérieur, de telle sorte que, et c'est là que vous avez des gens qui flanchent, et on peut le comprendre, moi qui exerce mon métier, à force de l'exercer, c'est ce qu'aurait dit quelqu'un comme Marx, par exemple, hein, puisque j'ai cité Marx, mais il n'y a pas que lui, hein, mais à force de le pratiquer, voilà que je deviens un expert de mon métier.
Donc je fais mon métier à ma façon, je ne prétends pas que ça vaut pour tout le monde, mais je sais de quoi je parle, moi qui fais ceci, cela, ben, je sais de quoi je parle quand je vous en parle, parce que c'est ce que je fais tous les jours, quoi. Donc je deviens un expert. Donc dans le vocabulaire, enfin, dans le vocabulaire qu'on choisit ici pour parler de ces choses-là, je deviens un artiste qui est maître de son art. Parce qu'à force de le pratiquer, je développe des trucs, des ficelles, des machins, enfin voilà, ça devient ce que je suis capable de faire, ça devient les talents que j'ai. Eh bien, la prolétarisation à laquelle on assiste, cette pullulation de procédures qu'on nous impose de plus en plus, consiste à dire quoi? Vos compétences, on s'en fout. Ça ne compte pas. On va vous dire comment vous devez faire votre travail. Et en plus, avec ceci de particulièrement interpellant dans certains secteurs, peut-être plus que dans d'autres, que tous les 5 ans, on va changer. De telle manière que même dans un champ de procédures qu'on m'a imposé, où avec le temps je pourrais retrouver une manière de faire qui est un petit peu la mienne, eh bien quand vous commencez à vous habituer à refaire votre métier comme on vous a dit qu'il fallait le faire, eh bien non, pas de chance, on arrête maintenant et on vous donne d'autres procédures à suivre. De telle manière que, vous voyez bien, donc c'est ça la prolétarisation du monde du travail, on dépossède les gens de l'art qui est le leur. Ce n'est plus eux qui disent comment on fait pour soigner, ce sont des savants, des experts, des politiques, enfin qui vous voulez, peu importe, qui décident comment il va falloir organiser le métier qui est le vôtre pour qu'il soit rentable, au goût du jour, à la mode, enfin je ne sais pas quoi, moi, toutes les contraintes qu'on trouvera pour le justifier évidemment. Donc la pullulation, donc l'explosion des procédures évidemment. Alors le problème que vous avez, si vous êtes de bon compte et que vous essayez de respecter les procédures en question, c'est le problème suivant qui amène des gens à décrocher. Donc d'abord, on me dit que je suis un incompétent, quoi. On m'apprend mon métier. Ça fait 25 ans que je le pratique, mais il y a encore des gens qui pensent qu'il faut me l'apprendre. Bon. Alors c'est vrai qu'on peut se perfectionner, hein, mais ici, vous voyez, c'est pas ça qui est en jeu, hein, c'est autre chose. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez réduit des métiers à des procédures, donc on vous dit par quoi vous devez commencer, par quoi vous devez finir, ce que vous devez faire au milieu, les dossiers qu'il faut remplir, enfin tous ces machins-là. Eh bien, le problème, c'est, donc de nouveau, je vous renvoie à des études comme De Gaulle-Jacques, De Jour, enfin tous ces gens-là, hein, donc il y en a tout plein qui parlent de ça, c'est que, évidemment, le monde du travail, quel que soit le métier que vous exercez, le monde du travail ne se plie pas facilement aux procédures. Comprenez, donc les choses sont tellement complexes qu'il y aura toujours bien des exceptions qui vont sortir des procédures prévues, et la question, c'est qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Eh bien, vous êtes devant une impasse. Et voilà l'impasse que vous avez devant vous. Soit tant pis, je respecte la procédure et advienne ce qu'il adviendra. Donc par exemple, si vous êtes dans une relation avec un patient, ben, tant pis pour lui, mais enfin moi je fais ce qui est prévu qu'on fasse pour lui. Voilà, il ne joue pas le jeu, je ne sais pas quoi, moi je suis mon chemin, et puis c'est tout, et puis tant pis. Ou bien alors au contraire, vous vous dites, merde, je ne peux pas me laisser tomber, quoi. Du coup, je vais quitter la procédure prévue pour essayer de m'adapter à la situation. Mais si vous faites ça, ça dépend des lieux, mais il y a des gens qui témoignent, si on ne fait pas ce qui est prévu, après, il y a le retour de manivelle. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a des gens qui vous racontent, je peux vous raconter des anecdotes à ce sujet-là, du coup, ce que l'on fait, c'est on ment. On essaye de cacher ce que l'on a fait. Je vais vous donner quand même une histoire pour que vous voyez concrètement comment ça se présente. C'est un infirmier qui me raconte ça, donc je reste dans le monde de la santé. On a une dame qui vient d'être opérée, une dame âgée. Je ne sais plus de quoi elle est opérée, mais enfin bon, voilà, c'est une grosse opération. Et le problème, elle est en soins intensifs et elle est agitée. Du coup, quand on a des gens qui sont agités et qui risquent d'arracher tout ce qu'ils ont, etc., ce qu'on fait, c'est de la contention. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais c'est pour le bien de la personne, et donc on fait de la contention. Mais la contention, c'est un geste grave, donc procédure. Le problème, c'est que l'état de cette dame-là, je ne me souviens plus pourquoi, elle ne rentre pas dans les cases. Si on fait ce que la procédure prévoit, ou les procédures prévoient, la contention qu'on va lui faire risque de la blesser, ou de... Enfin voilà, je ne sais pas quoi. Donc ça ne va pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on fait une contention qui soit la plus adaptée possible à la situation de la dame pour ne pas qu'elle se blesse, et tant pis pour la procédure. Donc eux, ils ont choisi cette solution-là. Bon, on le fait. Alors du coup, le problème que vous avez, donc d'abord, on se dit pourvu que personne ne le voit. Parce que si jamais il y a une inspection ou quoi, comme on ne fait pas ce qui est prévu, ça risque de mal se passer. Bon. Maintenant, le problème que vous avez, c'est qu'il faut remplir le dossier du patient. Et quand on fait de la contention, il faut que ça soit déclaré. Le problème, c'est que vous avez des trucs à cocher,
Ce que vous avez fait, ça ne correspond à aucune des cases. Alors vous faites quoi? Alors regardez, enfin, moi je vous le raconte, ça dure 2 minutes, mais imaginez des gens, c'est tous les jours. Hein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, si un inspecteur vérifie les dossiers patients que l'on remplit, qu'est-ce qu'il vérifie, lui? Ben, dans le fond, il ne vérifie pas ce qu'on a fait, parce que la dame ne sera plus là. Ce qu'il va vérifier, c'est si le dossier est bien rempli. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ment et on remplit le dossier correctement en fonction de ce qu'un inspecteur pourrait inspecter en regardant non pas le patient qui n'est plus là, mais en regardant le dossier. Et donc, ce sont des gens qui vous disent, donc voilà, on est obligé de mentir, de tricher, et en attendant, on vit dans la peur en permanence. Que d'une façon ou d'une autre, on soit démasqué, que ça s'apprenne, que ça s'ébruite. Et donc, on veut bien faire, mais on veut bien faire, et le prix du bien faire, c'est de vivre dans cette peur permanente. Mais comment voulez-vous tenir dans des trucs pareils? C'est pas possible. Hein. Alors ça, c'est un premier point, c'est qu'on a de plus en plus, dans le monde de l'enseignement, c'est la même chose. Hein. On est soumis à des procédures, des dossiers à remplir, des trucs à faire, enfin bon, bref, peu importe. Donc il y a plein de métiers qui sont soumis à ce genre de choses. Quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut être contre les procédures, mais vous comprenez le problème, hein, c'est que ce sont des procédures qui viennent de dehors. Donc évidemment que des procédures, ça aide. Mais ce serait quand même bien que ceux qui décident des procédures, ce soient les travailleurs là où ils travaillent. Ce ne sont pas des idiots quand même. Mais non, on ne fait pas confiance aux travailleurs, ce sont les experts qui disent comment, etc. etc. Et c'est là qu'il y a un problème. Donc ce que je vous raconte, ce n'est pas pour être contre les procédures, évidemment. Et puis deuxième exemple que je vous donne dans le monde merveilleux du travail, hein, donc on va essayer d'insérer tout le monde dans ce monde-là apparemment, c'est tout simplement que... Ah, si c'est mon épouse, je suis occupé. Donc deuxième chose, c'est... j'ai toujours un stress avec ça, moi. Donc, deuxième chose, c'est qu'on soumet évidemment le travail de plus en plus dans plein de secteurs à des évaluations. Et le problème, donc, voilà encore comment on fragilise les travailleurs, donc que l'on ait à rendre compte de son métier, ça c'est la moindre des choses. Qu'on soit capable d'expliquer ce qu'on fait, de montrer ce qu'on a fait, donc ça, en soi, il n'y a pas de problème. Sauf que, avec les évaluations qui sont des évaluations imposées, en fait, ce que l'on va évaluer, c'est quoi? Ce que l'on va évaluer, c'est ce qui est quantifiable. Et c'est normal. Hein, comment voulez-vous mesurer quelque chose? Vous pouvez mesurer que ce qui est mesurable. Donc, est-ce que vous avez bien travaillé? Quand vous vous posez cette question, donc on va traduire cette question en termes de critères quantifiables que vous avez satisfaits ou pas. Et ça vous amène, je vais vous donner un exemple, il vaut mieux un exemple qu'une théorie, ça vous amène à des situations où vous obligez les gens à mal travailler. C'est un truc de fou. Alors, l'exemple que je vous donne, il est rapporté par 2 jours, si j'ai bonne mémoire. 2 assistants sociaux. Alors, les 2 assistants sociaux travaillent donc pour l'accueil des personnes en difficulté, etc. Alors imaginez, je vais caricaturer le récit que 2 jours raconte. Donc imaginez le premier collègue, sur une journée, il fait une dizaine de dossiers. Il a rencontré une dizaine de personnes, on a résolu le problème de ces 10 personnes, et donc à la fin de votre journée, vous avez 10 dossiers qui sont remplis, quel était le problème, ce qu'on a fait, ce qu'on a proposé, quel suivi, etc. etc. Imaginez maintenant l'assistant social numéro 2 qui travaille dans la même boîte. La première personne qui vient, on ne la comprend pas. C'est une personne étrangère, d'une langue, c'est pas de l'anglais manifestement, mais on ne sait même pas quelle est cette langue. Donc le temps de trouver un interprète qui pourrait peut-être, etc., parce que la personne ne parle que sa langue, vous avez déjà la matinée qui est bouffée. On finit par trouver un interprète, et quand on comprend enfin ce que la personne raconte, c'est un problème insoluble. Elle vient avec un bazar, mais enfin, et on ne sait pas par quel bout le prendre. Mais n'empêche que la personne, donc le professionnel ne se démonte pas, on va essayer de trouver un début de réponse à son machin. Donc on téléphone à gauche, à droite pour essayer de trouver de l'aide, etc. Il est 4h30, on ferme les bureaux. Donc, conclusion de la journée de cette personne-là, je n'ai rempli aucun dossier. J'ai ouvert un dossier, oui, mais pour dire qu'il faut que je revoie la personne. Pas de chance. Inspection. Et donc, écoutez, plutôt que de faire une inspection sauvage, avec n'importe quoi comme critère, je vous propose de tout simplement évaluer votre travail sur ce que vous avez fait aujourd'hui. Et donc le premier dit, moi voilà, 10 personnes, etc., voilà les cas, machin, brol, et il explique un peu, ah bravo. L'autre,
Ben, j'ai eu un problème, j'ai ouvert le dossier, mais je ne sais même pas vous dire exactement ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas encore trouvé vraiment de réponse pour la personne. Bon, et les autres dossiers? Mais il n'y a pas d'autres dossiers, c'est celui-là qui m'a retenu toute la journée. Conclusion, donc il y a des gens qui vivent des trucs comme je vous le raconte ici, hein, même si j'exagère un peu, mais c'est sur la base de réalité. Hein. Conclusion, écoutez, je veux bien que vous ayez qu'un dossier aujourd'hui, mais il ne faudrait pas que ça se répète. Hein. Vous voyez, on va évaluer votre travail. Vous travaillez bien si vous faites quoi? Vous travaillez bien avec des critères quantifiables. Qu'est-ce qui est quantifiable? Par exemple, ce qui est quantifiable, c'est le nombre de dossiers que vous remplissez. Et donc, alors que vous comprenez, si on devait regarder ce qui est le vrai travail, donc là vous avez une théorie qui est là derrière et qui s'appuie sur l'expérience, ce qui fait que vous travaillez, c'est l'effort que vous prestez. Mais l'effort que vous prestez, c'est subjectif, ça on ne le voit pas. Donc on ne peut vous évaluer que sur les résultats. Alors que dans l'histoire que je viens de vous raconter, vous comprenez, le premier a eu 10 dossiers faciles, pas beaucoup d'efforts. L'autre s'est démené pour aucun résultat, mais a mouillé sa chemise. Eh ben, celui qui a mal travaillé, c'est celui qui a mouillé sa chemise. D'accord? Donc l'histoire des critères quantifiables, c'est terrible. Alors du coup, la conclusion de l'affaire, c'est quoi? Donc l'inspecteur dit, écoutez, je suis désolé, ça on ne peut pas laisser passer. Donc je comprends que vous ayez un problème, mais maintenant, il faut absolument que vous ayez minimum, allez, soyons gentils, 5 dossiers par jour. 10, c'est beaucoup, l'autre a peut-être eu de la chance aussi, donc on va dire au moins 5. Du coup, voilà que je me retrouve embêté à devoir remplir 5 dossiers. Qu'est-ce que je vais faire? Comment vous faites pour vous débrouiller avec un truc pareil où on vous oblige de faire un truc pareil, pour pouvoir rester dans les clous des normes qu'il faut atteindre? Eh bien, du coup, maintenant, si je dois avoir 5 dossiers, ce que je vais faire, c'est tout simplement ne prendre que des cas faciles qui me garantissent que je vais pouvoir rencontrer 5 personnes. Les cas difficiles, ah bah tant pis, j'ai pas le temps pour eux. Et voilà que, donc vous voyez l'affaire monstrueuse dans laquelle on est enfermé, quand maintenant, 2 ans plus tard, on fait des statistiques de nombre de dossiers remplis par ces équipes, regardez d'où on était parti, de zéro. Aujourd'hui, on a 200 dossiers qui sont ouverts par mois. On travaille bien. Sauf que les 200 dossiers, ce sont des dossiers faciles qui laissent dans la rue tous les cas difficiles. Quand vous êtes travailleur social, que vous savez que vous êtes en train de faire ça, bien, ce que disent les patients de ces psys-là qui accompagnent les gens en souffrance au travail, c'est que donc ce qu'on me demande en réalité, et c'est ça qu'on appelle le bon travail, c'est du travail qui est mal fait. Ou les gens qui sont en difficulté, c'est dehors. Souvenez-vous de la personne en difficulté dont je vous parlais, qui est dans une des entreprises, enfin, c'est pas une entreprise, dans une des associations où je travaille. Ben, personne n'a le temps. Alors on peut toujours dire qu'on a accueilli quelqu'un en difficulté, mais c'est pas ça de l'accueil, enfin. Mais on peut dire qu'on l'a fait, et on peut le prouver, donc on remplit chaque année les papiers pour avoir les subsides, machin, brol, et l'affaire est réglée. Donc vous voyez le jeu de dupe dans lequel on est. Des travailleurs mis dans ces conditions-là, où je dois respecter des procédures et je ne sais pas quoi faire quand ça ne marche pas, et où je dois rendre des comptes, et les critères qui m'évaluent sont des critères absurdes. Mais comment voulez-vous que je m'y retrouve dans ce monde-là? Comment voulez-vous que je ne pète pas un câble de temps en temps ou que je n'ai pas envie de sortir de ce monde-là? Si je suis moi-même fragilisé et que je ne rentre pas dans les cases, alors que c'est ça qu'on attend de moi, et il faut que je joue le jeu. Alors on me dit on aménage mes conditions de travail pour que, et que donc je dois rentrer dans ce jeu-là, mais vous vous rendez compte, ce jeu est tellement stupide que ce n'est pas les aménagements qui vont régler le problème. Et donc c'est un monde de fous. Enfin bref, donc tout ça pour dire, donc vous voyez bien, on peut comprendre à un certain niveau que le travail est un lieu qui permet aux individus de s'épanouir, mais on a l'impression que c'est dans le monde de Walt Disney, ça. Dans le meilleur des mondes possibles. Alors, j'exagère, parce que je tiens quand même à le dire et à le souligner, il y a des associations, il y a des entreprises qui vraiment essayent de faire quelque chose, hein, et qui arrivent à effectivement changer un peu les codes de travail qui sont encore dominants aujourd'hui. Donc il y a quand même des initiatives qui existent. Hein. Donc ici, moi j'exagère un peu dans un sens pour vous montrer le problème, mais quand on remet les pendules à l'heure, donc il ne faut pas non plus voir tout en noir, mais n'empêche que la tendance générale, c'est quand même encore, d'après les observateurs autorisés, qui vont dans les entreprises, qui accueillent des patients, etc., c'est quand même encore un monde qui est relativement impitoyable, et chacun d'entre nous, nous pouvons le voir à travers les faits divers, à travers ce qu'on peut lire dans la presse, et quelques articles, hein, si vous avez l'occasion de lire des articles là-dessus. Donc voilà pour un premier point. Et donc,
le tableau n'est pas très, très encourageant, évidemment, et on peut comprendre que, pour revenir à notre sujet, en tout cas ce qui nous réunit aujourd'hui, des personnes qui sont en situation fragile ne s'y retrouvent pas dans ce monde-là, alors qu'on les pousse à y aller. Et donc là, je trouve qu'il y a une responsabilité, enfin là, il y a quelque chose quand même qu'il faut pouvoir interroger. Alors, ceci étant dit, il est quelle heure ici? Attendez, parce qu'il faut respecter les horaires. Le travail ne se réduit pas à ce que je viens de vous raconter. Même si déjà, comme ce sont des généralités, on comprend bien que ce que je viens de vous raconter, ce sont des tensions que l'on rencontre même dans du travail qui n'est pas du travail officiel, avec salaire et ce genre de choses. Dans toute entreprise humaine, on risque de tomber dans des tensions comme celles que je viens de vous décrire, évidemment. Moi, j'ai mis le focus sur le monde du travail, mais donc même si je suis avec mes copains et qu'on fait un truc, on peut se disputer, ça ne va pas, puis il y a toujours celui qui dit que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, et vous êtes parti dans... Voilà, moi je ne m'y retrouve plus à un moment donné. Donc c'est vrai que vous allez retrouver ça un peu partout, bien sûr. Maintenant, évidemment, face à ce tableau un peu pessimiste, on pourrait se demander, enfin on pourrait se dire plusieurs choses. La première, c'est d'abord, moi je ne vais pas y arriver. Si je dois m'inscrire dans ce monde du travail qui obéit à des problèmes d'organisation comme ceux qu'on a décrits ici, moi je ne suis pas à la hauteur. Et donc là, il y a quelque chose qu'il faut interroger. Et la deuxième chose qu'on peut interroger aussi, c'est le sentiment que décidément, ce qu'est devenu le travail, c'est vraiment dégueulasse. Si on veut le dire un peu autrement, c'est injuste que ça fonctionne comme ça. Donc si je repense à la personne que je connais dans une des associations où je travaille, mais c'est injuste pour elle. Ça ne va pas, on ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Donc quand on a le sentiment d'être dépassé par ce monde-là, de ne plus y arriver, de ne plus trouver de sens, et qu'en plus c'est injuste que ça fonctionne comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de reprendre un peu de distance éventuellement? Ici, vous avez une autre conception du travail, tout à fait différente, qui est il y a un travail que l'on peut faire, et qui commence toujours par un travail d'abord sur soi. Alors ce travail sur soi, donc là c'est pas jouer avec les mots, c'est véritablement un travail aussi, mais qui est d'une toute autre nature, évidemment, que le monde du travail dont on vient de parler, bien sûr. Pour pouvoir donc ne pas tomber dans le pessimisme que je semble induire ici, donc on va commencer par le premier sentiment qu'on peut avoir, qui est que décidément c'est bien injuste ce monde-là. C'est un monde cruel, avec des inégalités sociales, etc. Enfin bref, il n'y a pas de justice dans ce monde. Et c'est impitoyable en plus. Si vous n'êtes pas à la hauteur, on vous dégage. Alors, ce sentiment d'injustice, quelle que soit la cause d'ailleurs, on pourrait l'élargir, quelle que soit la cause où vous avez l'impression que ce qui se passe est injuste, en fait, ce qui me semble intéressant en moi, quand on veut prendre un peu distance, c'est de d'abord s'interroger sur mais pourquoi j'ai le sentiment que ce monde-là qui fonctionne comme ça, décidément, c'est injuste. Eh bien, quand vous vous posez la question, parce qu'on dirait, non, il n'y a pas à se poser la question, c'est injuste, point à la ligne, quoi. Mais quand vous vous posez la question de mais pourquoi je le vis comme une injustice, ce truc-là, eh bien, ce qui est vrai, donc quand vous faites un peu d'introspection, par conséquent, ce qui est vrai, c'est que le sentiment d'injustice que l'on peut avoir dans certaines circonstances s'expliquera toujours, donc ça moi je n'ai pas trouvé d'exception jusqu'à présent, par des attentes que l'on a. Quelles attentes? Les attentes de ce que le monde du travail devrait être, par exemple. C'est parce que j'ai une certaine conception de ce qui est juste et de ce qu'est une organisation juste du travail, que du coup, voir comment ça se passe dans la réalité, dans certains cas en tout cas, mais c'est vrai que c'est désespérant. C'est même scandaleux, c'est sentiment d'injustice et donc qui pousserait éventuellement à la révolte. Eh bien, demandez-vous ceci. Donc vous comprenez la mécanique, Donc vous voyez, si c'est injuste, c'est toujours injuste par rapport à quelque chose. Il n'y a rien qui est injuste en soi. Et c'est souvent, donc ce qui est injuste nous apparaît souvent injuste par rapport à ce que nous pensons être juste, pour dire les choses avec les mêmes mots. Donc ce qu'on doit interroger toujours quand on veut se mettre au travail et essayer de ne pas se laisser déborder par les émotions, essayer de voir comment on peut se positionner, eh bien la première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous demander mais d'où vient et à quoi correspond effectivement cet idéal de justice au nom duquel je trouve que décidément le monde va mal. Ça vaut quoi? Dans le vocabulaire que moi j'utilise, dans les recherches qui sont les miennes,
en fait, cet idéal de justice, s'il faut essayer de mettre des mots là-dessus, va tourner autour, donc peut-être que certains m'ont déjà entendu parler de cela, parce que ça fait des années que j'ai travaillé ça, donc ça va tourner autour d'un désir, qui est un désir qui est en nous, et qui est ce que j'appelle, moi, enfin pour essayer de le dire au plus près, c'est le désir qu'il y ait des choses qui nous soient dues. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes portés par cela, il y a des choses qui nous sont dues, et si on n'a pas ce qui nous est dû, ben c'est dégueulasse. Et la conséquence de ça, c'est que du coup, alors on va se vivre comme une victime. Victime des conditions du travail, victime de ma maladie, victime de tout ce que vous voulez. Mais voilà, il m'est dû des choses. La question, donc je vous donne un exemple. Enfin, on peut prendre des exemples à l'infini. Donc, par exemple, si je suis gentil, pour que vous voyez que vous avez cette fibre-là en vous, hein, si je suis gentil, il m'est dû qu'on me dise merci quand je fais quelque chose pour les gens. Donc, vous n'avez qu'à prendre le contre-exemple, où vous avez donné quelque chose à quelqu'un et les gens sont partis comme des voleurs. Eh bien, beaucoup d'entre nous, on est choqués. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont dire, oh, bah, si c'est comme ça, la prochaine fois, je ne donne rien. Voilà. Mais en attendant, pourquoi est-ce qu'on est choqué? Ben, tout simplement parce qu'il y a cette espèce d'attente légitime en nous qu'il m'est dû d'avoir au moins un merci quand je donne quelque chose à quelqu'un. Enfin, c'est comme ça que ça va et pas autrement, quoi. Donc c'est dégueulasse, ces gens-là qui partent comme des voleurs. Maintenant, le problème, c'est le suivant. Donc, quand on fait un travail sur soi, quand on essaye de se positionner, donc c'est de se demander, mais quelle est la légitimité de ce désir qu'il y aurait soi-disant des choses qui me sont dues? D'où ça vient, cette affaire-là? Donc, c'est vrai que je l'ai en moi, mais d'où ça vient? Je vous donne un autre exemple pour essayer d'approcher l'idée que je veux vous amener. Donc, dans le rayon des tragédies, une des pires tragédies, c'est évidemment quand on perd un enfant. Et quand on écoute les gens parler de ce genre de situation, donc ça c'est quelque chose où, voilà, j'espère que vous n'avez pas été confronté à ça, mais on peut se projeter facilement dans ce que peuvent vivre des parents qui sont confrontés à ça, ils vont évidemment dire « la mort de mon enfant c'est injuste ». Alors la question qu'on peut parfois leur poser donc c'est « mais pourquoi c'est injuste la mort de votre enfant ?» Donc c'est terrible comme question, hein. Mais en attendant, vous pouvez essayer de la poser, parce que voilà, ce sont des gens qui sont enfermés dans ce sentiment d'être victimes de quelque chose, qui n'arrivent pas à faire leur deuil, parce qu'ils sont coincés par « c'est injuste ce qui m'arrive ». Et alors évidemment, la réponse à la question, c'est ben, « c'est injuste parce que ce qu'il m'était dû », et parfois vous avez des parents qui vont même utiliser ces mots-là, « ce qu'il m'était dû, c'était que mon enfant vive, enfin, et me survive ». C'est comme ça pour tous les parents. Et je ne vois pas pourquoi moi je suis privé de ça. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être privé de ce qui m'était dû comme tous les autres? Et puis, c'est même pas moi d'abord. En fait, la première chose qui est due, c'est à mon enfant de pouvoir vivre en bonne santé jusqu'à sa vieillesse et jusqu'à sa mort. Enfin, pourquoi est-ce qu'il est mort là à 2 ans, à 10 ans, à 20 ans? Enfin, c'est dégueulasse, ça ne va pas. Il est dû à tous les enfants de vivre. C'est comme ça que ça doit aller, et pas autrement. Et donc, vous voyez, donc je vous donne cet exemple-là pour que vous voyez la corde sensible qui est en jeu. La question que vous pouvez vous poser quand on retombe sur ses pattes, qu'on n'est pas noyé par le désespoir dans lequel on est dans des cas pareils, c'est donc quand on peut prendre un peu de distance, et c'est là qu'il y a un travail à faire, c'est donc de se demander, mais c'est quoi la légitimité de ce désir que j'ai? Quand je vois que dans le monde, les enfants peuvent mourir, ben, une chose que vous pouvez constater, donc quand on est dedans, c'est inaudible, hein, ce que je vous raconte. C'est quand on prend un peu de distance et qu'on essaye de commencer à travailler un peu ces questions-là, ce que l'on constate, c'est tout simplement que ce désir, manifestement, donc il est tout à fait légitime en réalité, hein, mais ce n'est que de l'imaginaire. Le monde dans lequel nous vivons n'a que faire que je désire que les enfants vivent ou pas. Le monde dans lequel nous vivons n'a que faire que je souhaite que les gens soient en bonne santé ou pas. J'ai le désir pour les gens que je connais, pour les gens que j'aime, mais mes désirs, c'est ça qui est terrible, c'est que ce ne sont que des désirs, c'est du désirable. Et du désirable, ça veut dire que c'est ce qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on le désire. Mais en attendant, le vrai monde dans lequel on vit, c'est quoi? C'est un monde dans lequel les enfants peuvent mourir, les enfants peuvent avoir des problèmes de santé, etc., etc. On peut perdre son boulot, on peut ceci, on peut... Enfin bref, le monde n'a que faire de nos désirs, effectivement. Alors vous voyez maintenant le travail qu'on peut commencer à faire. Je me retrouve donc avec des désirs, et j'ai beau me dire tout et n'importe quoi en entendant, j'ai toujours ces désirs-là en moi, et je me retrouve dans un monde qui n'a que faire de mes désirs. Alors,
comment je fais pour être heureux là-dedans, moi? Eh bien, c'est pas compliqué. Là aussi, on peut le comprendre. Après, c'est tout un travail d'arriver à le vivre. Ça, c'est autre chose. Moi, je vous le raconte facilement ici, évidemment. Hein, c'est que deux, trois mots. Ben, ce qui est vrai, c'est que si je m'acharne à prendre mes désirs pour la réalité, le monde du travail, ça doit être épanouissant. Un enfant, ça doit vivre, et en plus en bonne santé, etc., etc. Si je prends mes désirs pour la réalité, vous comprenez que je suis en train, en réalité, de tout simplement me condamner à être malheureux. Pourquoi? Parce que le monde n'en a que faire, enfin, et que je continue à être entouré de gens qui vont bien, pas bien, de travail, de métier où ça se passe bien, et puis ailleurs ça se passe pas bien. Enfin, et donc plus je m'accroche à le monde doit être comme je le désire, juste comme je le désire, mais tout ce qui est en train de se passer dans le monde, mais ça m'affecte, ça me détruit, mais comment voulez-vous que je trouve du sens là-dedans, enfin? Donc à prendre ces désirs pour la réalité, comme le dit un de mes amis, on tresse la corde avec laquelle on va se pendre. S'il est vrai qu'on veut être malheureux, s'il est vrai qu'on veut être heureux, lapsus, s'il est vrai qu'on veut être heureux, comment voulez-vous que je puisse espérer être heureux si j'impose à l'existence des conditions telles que le résultat ce sera que la vie décidément est vraiment mal faite, quoi. J'aurai peut-être des moments de plaisir dans ma vie, mais vous comprenez que le fond de mon histoire, le fond de mon existence, ce sera quand même une espèce de ressentiment ou de tristesse. Je vis dans une vie qui est décidément mal foutue, enfin. Alors on se distrait, petit moment de plaisir, mais je ne peux pas dire que je suis heureux dans ce monde-là, puisqu'il est tellement mal fait. Il est mal fait pourquoi? Mais parce qu'il ne correspond pas à ce que moi je pense que la vie devrait être. Alors du coup, si ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut aller, hein, confirmer ses désirs envers et contre tout, parce que ça du coup ça me rend malheureux par rapport au monde qu'on ne peut pas changer toujours, alors du coup, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Peut-être qu'on peut faire l'inverse, et ça c'est un travail. C'est tout simplement faire ce travail sur soi par lequel je vais tout simplement me libérer de mes désirs. Alors me libérer de mes désirs, on ne peut pas s'empêcher de désirer. Mais en tout cas, donc c'est faire ce travail par lequel c'est vrai que j'ai des désirs en moi, mais je peux m'apprendre à moi-même, ou en discutant, ou avec d'autres, je peux apprendre que ces désirs ne sont pas la réalité. Donc si vous voulez, c'est un travail par lequel je remets mes désirs à leur juste place. C'est vrai que, évidemment, si j'ai des enfants, je veux qu'ils aillent bien. Comment voulez-vous que je veuille autre chose? C'est pas possible. Mais si je m'enferme là-dedans et que ça devient une exigence, mes enfants doivent aller bien, je vis mon rôle de parent dans une peur permanente avec ce qui pourrait leur arriver. Et je ne vis plus, en fait. Et je pourrais même commencer à faire des bêtises, du genre je vais les épier, je vais voir comment ils vont, je vais être tout le temps présent, je vais les harceler, parce que je veux me rassurer, parce que je sais bien que le monde est difficile et qu'il risque de passer un mauvais quart d'heure. Donc du coup, je ne vis plus, je ne dors plus, c'est un enfer. Donc en me libérant de mes désirs, qui ne sont que mon problème à moi, en remettant mes désirs à leur juste place, ce ne sont que des désirs et le monde n'en a que faire, qu'est-ce qu'on rend possible? Ce qu'on rend possible, mais ça c'est un travail et c'est un travail sur le long terme, hein. Mais c'est tout simplement de pouvoir essayer de sortir du jugement du monde à partir de ses désirs. D'accord? Le monde n'a que faire, une fois encore, d'être jugé par moi, pour essayer d'aimer le monde comme il est. Si j'ai un enfant différent, c'est une dame qui m'a raconté ça la première fois, et à propos du handicap. Ça m'a bouleversé, et puis j'ai mis 10 ans pour digérer l'affaire, je vous avoue, et en faire quelque chose. Elle m'a dit, j'ai pu commencer à accepter mon enfant le jour où je l'ai libéré de ce que je pensais qu'il aurait dû être. Et donc le problème, ce n'est pas mon enfant. Le problème, c'est ce que moi, je pense qu'il doit être. Et donc, vous voyez bien, donc le problème, ce n'est pas qu'il faut donc corriger les enfants, d'accord, je veux dire, les torturer pour les faire devenir ce qu'on pense qu'ils doivent être, mais le travail à faire, effectivement, et c'est un véritable travail, c'est un mouvement, ça ne se fait pas tout seul comme ça, hein, mais c'est d'arriver sur soi à se libérer de cette emprise de mes désirs, et derrière cette emprise-là, par exemple, quand je repense à cette dame-là, c'est se libérer de quoi en particulier? Du parent que j'aurais aimé être. Tant que je reste enfermé dans « il m'était dû de vivre mon rôle de parent comme je pense que j'aurais dû le vivre »,
ce qui est arrivé avec mon enfant est insupportable et donc ça ne va pas. Donc c'est mon enfant qui est un problème. Il va falloir résoudre ce problème-là pour que je puisse enfin devenir ce que je veux devenir. Quand vous vous libérez, donc ce que cette dame m'a appris, c'est que quand je me libère du parent que j'aurais aimé être, mon enfant dans sa différence, ben, ça ne rend pas la différence facile, etc. Mais je peux commencer à l'accepter lui-même. Donc c'est quand je m'accepte, si vous voulez pour le dire autrement, comme parent d'un enfant différent, que du coup je peux accepter mon enfant. Mais l'inverse n'est pas vrai. Tant que je refuse ce qui me tombe dessus en tant que parent, mon enfant qui me rappelle que je n'ai pas ce qui m'était dû, ben c'est une blessure, c'est une souffrance, c'est une inquiétude, c'est une peur, évidemment. Donc première chose, vous voyez bien, premier niveau où on peut travailler, c'est, si je reviens au problème du travail, qui était notre point de départ, nous avons tous des attentes vis-à-vis du monde du travail. Et il y a des théoriciens qui se sont amusés à dire, ben oui, c'est génial, c'est merveilleux, regardez ce qu'on est en droit d'exiger du monde du travail, on humanise le monde, on se socialise et on s'accomplit personnellement. Mais le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça va. Et donc, si vous n'arrivez pas à vous libérer de cela, de ce désir-là que le travail soit ainsi, vous allez toujours être en reste par rapport à ce qu'est le vrai travail organisé dans nos pays, toujours violent, toujours injuste, en tout cas toujours trop injuste en tout cas, et par conséquent, donc on est en colère, on a peur, et on a peur d'envoyer ses enfants dans ce monde-là, évidemment. Plus vous vous libérez de ce désir, donc ça ne veut pas dire que je ne désire pas, mais je sais que c'est moi, c'est mes rêves, c'est mon imaginaire, et donc c'est mon problème à moi, vous pouvez commencer à dire, ben voilà, travailler, ben c'est travailler dans les conditions de ce que le travail est devenu, c'est pas facile, il faut se battre pour essayer d'améliorer ça, mais il n'y a rien d'injuste à ce que le monde du travail soit comme ça. Étant donné ce qu'est le monde, étant donné ce que nous sommes, nous, dans les pays occidentaux, le travail ne peut devenir que ce qu'il devient pour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'y résigner, mais si vous n'acceptez pas d'abord le monde dans lequel vous vivez, ben, vous ne ferez que souffrir de ce monde-là, évidemment. Et puis il y a un deuxième point que je voulais évoquer au niveau du, et puis je termine, donc au niveau du travail que l'on peut faire sur soi. Donc vous voyez, enfin voilà, on complexifie un peu les choses, hein, je m'en excuse, mais c'est que évidemment, donc dans le monde du travail, comme dans la société en général, il y a des attentes, et ça devient des désirs personnels d'ailleurs. Ce sont donc, si vous regardez en vous, c'est ce désir socialement construit bien souvent qu'on doit être à la hauteur. En tant que travailleur, on doit pouvoir faire ses preuves, on doit être à la hauteur des attentes de l'employeur, etc., etc. Dans le vocabulaire qui est le mien, c'est ce désir, un autre désir, c'est ce désir qui nous porte aussi, qui est ce qu'on appelle donc dans le jargon des philosophes, le désir de toute puissance. Donc toute puissance, ce n'est pas qu'on veut être le plus fort, hein, mais simplement qu'on veut être à la hauteur de ce que l'on croit devoir être. Donc dans la vie privée, si vous êtes parent, ben c'est vrai que si on aime ses enfants, on veut être à la hauteur du parent qu'on croit devoir être, qui s'occupe bien de ses enfants, etc., etc. Si je suis un travailleur, dans le champ de la santé mentale par exemple, ben j'essaye de faire le mieux possible mon travail, d'être à la hauteur de ce qu'on me dit que doit être un travailleur dans ce secteur-là, pour bien faire les choses. Et je le fais parce que les autres attendent ça de moi, etc. Donc le désir de toute puissance, évidemment, est très réel, etc., etc. Eh bien, vous comprenez là aussi la difficulté que... Donc si maintenant j'ai des fragilités et que je vais m'embarquer dans le monde du travail, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, je puisse convaincre les gens que je serai à la hauteur des tâches qu'ils vont me donner. Et donc même chez des personnes en situation de fragilité, elles sont aussi prises par ces exigences, évidemment. Et c'est le même travail que celui que je vous ai raconté précédemment. Plus vous allez vous enfermer dans cette exigence qu'il faut être à la hauteur de ce que je crois que je dois être, en tant que parent, en tant que travailleur, en tant que tout ce que vous voulez, eh bien, c'est terrible. Vous allez vous confronter à toutes ces situations où vous allez être mis en échec, même si vous ne vivez rien de dramatique. Ah, donc, je ne sais pas s'il y a des parents ici, enfin je suppose que oui, même si tout va bien finalement dans ma vie de famille, ben, même quand on n'a pas vécu donc, de drame particulier, entre le parent qu'on voulait être et le parent qu'on parvient à être, donc ça vous regardez après 20 ans, hein, où vous êtes occupé, ben, c'est vrai qu'entre le parent que j'aurais cru devoir être et celui que je suis parvenu à être au quotidien, en règle générale, même si je n'ai pas vécu de tragédie particulière, ça ne cadre pas. Hein. Enfin, en tout cas, à Namur, je peux vous dire que ça ne cadre pas. Voilà.
Maintenant, peut-être qu'il y a des régions qui échappent à ce dilemme-là, mais donc, et une fois encore, même si j'ai tout bien fait, vous n'échapperez jamais à la question, j'aurais pu faire plus ce jour-là, j'aurais pu écouter mon enfant, ce jour-là, j'aurais pu être disponible. Enfin, il y aura toujours bien des petits bazars qui n'ont pas été des drames finalement, mais où on se dit, c'est vrai que ça ne cadre pas tout à fait. Si maintenant, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, vous prenez ce désir pour la réalité, je dois être ce parent irréprochable, je dois être ce travailleur qui fait toujours tout bien, qui ne se trompe jamais, etc., mais vous allez vivre dans la hantise de ce que vous êtes susceptible de devenir dans le vrai monde, dans la vraie vie. Et le jour où vos parents, où vos enfants vont dire, où les enfants vont dire à leurs parents, eh bien je t'en veux parce que tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas dit ça, etc., mais on va être détruit. Parce que moi je voulais être un bon parent et puis tu me renvoies que ça ne va pas, mais c'est horrible. Et de nouveau, c'est la même chose, donc par conséquent, soit je reste accroché à ce désir, je le prends pour la vérité du monde et je dois m'y conformer, comme on n'y arrive pas, voilà que ma vie devient souffrance. Qu'est-ce que je peux faire alors? Ben, un travail, qui est un travail sur soi, ça passe par d'autres, ça passe par la confrontation à la vie réelle, c'est tout simplement apprivoiser, et dans le cadre du travail officiel, enfin standardisé, c'est la même chose, c'est d'apprivoiser le fait qu'on n'est pas un travailleur tout-puissant, qui fait toujours tout bien, c'est de se réconcilier avec ce que l'on est en tant qu'être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui est limité. Plus vous apprenez vos limites, et plus vous apprenez à les accepter, alors les limites, on peut les travailler, on peut les repousser un peu plus loin évidemment, mais à un moment donné, il y a des limites aux limites. Eh bien, plus vous apprenez quelles sont vos limites, moins vous allez souffrir de toutes les situations où, effectivement, on peut vous reprocher de ne pas avoir fait ceci ou d'avoir fait trop cela. Par contre, si je veux être parfait, c'est insupportable d'entendre ça. Et donc, vous vous simplifiez la vie. Si j'ai des limites, ça veut dire quoi? Voilà ce que vous rendez possible. Hein. Si vous avez des limites, eh bien, quand je ne m'en sors pas, si j'accepte mes limites, il n'y a plus de honte à demander de l'aide, par exemple. Alors que si je veux être tout-puissant, vous comprenez la différence. Si je suis tout-puissant, mais demander de l'aide, jamais. Ce serait humiliant. Il n'y a que moi qui sais ce que mon enfant, ceci, cela. Hein, vous avez des parents parfois qui disent des bêtises pareilles, c'est terrible. Et ils sont en train de se rendre malheureux. C'est pour ça que c'est triste. Comprenez? Donc plus vous êtes à l'aise avec vos limites, ben, si je ne m'en sors pas, mais c'est encore, en tant que travailleur par exemple, c'est encore une responsabilité professionnelle que de chercher l'aide pour essayer de s'en sortir. En tant que parent, si je ne supporte plus mon enfant aujourd'hui, je ne suis pas en état, il n'y a rien de mal à le confier à quelqu'un et moi je me sauve, ou sinon je vais faire une bêtise enfin. Mais vous comprenez maintenant, si je dois être un bon parent, confier mon enfant à quelqu'un parce que moi je ne le supporte plus aujourd'hui, mais c'est une faute, c'est terrible, du coup je le garde, mais comme je ne le supporte pas, eh bien je deviens violent. Et soi-disant pour bien faire, finalement, il se passe des drames de temps en temps. Donc vous voyez dans quoi on est. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est que comme on est limité, plus vous êtes à l'aise avec le fait que vous avez des limites, si vous faites des bourdes, de temps en temps, c'est vrai qu'on voilà, on peut se tromper, évidemment, eh bien on peut en parler, plutôt que de mentir en disant c'est pas moi, c'est les autres, on peut assumer effectivement de ne pas avoir fait les choses comme on aurait peut-être dû les faire, mais voilà, ce jour-là, j'étais pas en forme, et on peut en parler pour ne pas que ça recommence, pour trouver, on demande pardon, enfin voilà, enfin, tous ces machins-là qui deviennent possibles parce qu'on n'est pas gêné, on n'est pas humilié de reconnaître qu'on n'a pas fait comme on aurait dû faire. Ce qui nous pourrit la vie, en d'autres termes, et je termine avec ça, c'est donc le fait qu'au quotidien, dans notre travail comme dans notre vie privée, on s'enferme dans des désirs qui nous prennent aux tripes. Donc ce n'est pas intellectuel, hein, c'est des machins viscéraux, quoi, si vous voulez, hein, donc c'est aux tripes. Mais en attendant, on le prend tellement pour ce que la vie doit être, que du coup la vie réelle que nous sommes amenés à vivre devient insupportable. Alors soit vous voulez continuer, ben c'est très bien, tant mieux pour vous, mais on peut parfois se simplifier la vie et tout simplement se dire, ben on accepte d'abord la réalité avec laquelle on doit vivre. Et puis on voit comment on peut la transformer effectivement par le biais du travail notamment. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Désolé de... J'ai été interpellée en fait par la notion d'explosion des procédures. Ah, oui. Ouais. Et ça m'a renvoyé en fait à des situations dans Open Dialogue est une façon de travailler avec les personnes en lien avec des problèmes psychiques, mais
En Allemagne, par exemple, il y avait une psychiatre qui avait fait la formation Open Dialogue. Elle a été travailler dans un hôpital. Ça a été l'horreur parce qu'ils avaient mis l'Open Dialogue suivant des procédures, alors que c'est un art d'être, donc c'est créatif. Voilà. Et dans les équipes mobiles, quand elle a travaillé dans les équipes mobiles, elle a réussi à réellement être avec la façon d'Open Dialogue. Et donc voilà, ça me renvoyait à cette partie-là. Pour rebondir par rapport à ce que vous évoquez, de manière plus générale, quand on est dans des métiers donc, du soin, vous avez déjà entendu sans doute ce genre de choses, c'est que pour pouvoir entendre quelqu'un, il faut pouvoir faire silence en soi. Eh bien, donc c'est dans le prolongement de ce que vous évoquez. Si je viens, moi, avec toute une série de théories dans ma tête, de procédures que je dois absolument respecter, d'objectifs que je dois absolument atteindre, enfin tout ce que je vous ai raconté par exemple, hein, comment voulez-vous que je puisse faire silence en moi pour entendre ce que la personne va me raconter? Ce que je vais entendre de la personne, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui me permet de respecter la procédure, d'atteindre mes objectifs et de faire ce qu'il y a à faire parce qu'on m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Donc vous n'entendez pas du coup ce que dit la personne. Ce que vous entendez, c'est toutes les questions, les exigences que vous avez dans votre tête et tout le reste. Donc c'est terrible, on a déjà fait des expériences avec ça. Tout le reste, vous ne l'entendez même pas. Donc, quand vous êtes dans des métiers comme ceux qui nous concernent ici, du soin par exemple, et qu'on vous écrase de procédures et d'objectifs à atteindre, comment voulez-vous ne pas avoir l'impression au final que mais je ne peux même plus écouter mon patient? Pour que je puisse le faire, il faudrait qu'on me garantisse un endroit où je peux, donc je dois avoir des compétences, donc je dois connaître toutes les techniques qui existent, hein, mais quand je suis devant mon patient, je ne dois pas venir d'emblée avec une technique. Ce que je dois faire, c'est la maîtriser, la connaître, puis maintenant je l'oublie, et d'abord j'écoute ce que la personne a à me dire. Et puis après, je vais aller chercher les techniques, évidemment, qui vont me permettre de l'aider, si elles peuvent aider. Mais vous voyez, on a complètement inversé, dans certaines organisations du travail, en tout cas, les choses. C'est, voilà, vous êtes engagé, c'est pour faire ceci, c'est avec tel objectif, c'est avec tel contrat et compagnie. Et du coup, ben voilà, maintenant, mes patients, je les entends par rapport à ça. Donc je ne les entends plus eux, je n'entends que les exigences dans lesquelles je suis placé. Voilà, et donc c'est très important enfin, voilà, quand on parle des procédures et compagnie, ce n'est pas pour parler du monde du travail parce que c'est intéressant, mais c'est parce que ça interroge des modes de fonctionnement. Hein, si vous êtes dans ces secteurs-là, bien évidemment. Et alors, faire silence en soi, c'est aussi par ailleurs, ça c'est un thème que je travaille maintenant, c'est de pouvoir aussi se libérer par conséquent des peurs que nous avons. Quand on a des peurs, on n'entend pas ce que l'autre dit, on n'entend que ce qui nous rassure. Et donc, comme on a tous des peurs, enfin bon, il faudrait développer ce sujet-là, mais c'est pas facile de faire silence par rapport à ça pour pouvoir entendre même des choses qui font peur. Et ne pas tout de suite dire « Oh non, ne fais pas ça, tu ne te rends pas compte ». Enfin, on n'écoute pas quand on fait ça, on se rassure à bon compte, évidemment. Hein. Donc dire « il faut faire silence », c'est un truc de base, hein. Ben, c'est facile à dire, mais de nouveau, c'est tout un travail pour y arriver, évidemment. Hein. Et donc voilà que le mot « travail » revient ici, mais dans un sens donc, de travail par rapport à soi, évidemment. Enfin voilà, donc dans le prolongement de... Je vais laisser la parole parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, excuse-moi, mais comme ça... Bonjour, tout d'abord, félicitations pour votre exposé. Oh, merci. Je voulais vous poser la question par rapport à la responsabilité qui incombe aux employeurs de l'épanouissement professionnel de leurs travailleurs, puisque vous avez quand même dit, le travail est en lui-même pas quelque chose de très bien, mais la législation, on dit l'employeur est responsable du bien-être au travail. Et donc, quel est votre avis par rapport à ça? Que ce sont des... Alors, les obligations existent, hein, donc c'est tout ce qui concerne la qualité au travail, enfin, le confort au travail et compagnie, les aménagements, enfin tout ce bazar-là, mais ce sont simplement donc Donc, à la fois ça existe. Les travailleurs essayent plus ou les employeurs essayent plus ou moins de respecter ça parce que ce sont des obligations légales. Donc voilà, on est tenu par ce genre de choses. Donc première chose qu'on pourrait dire, petit nota bene, c'est que c'est dommage qu'on en ait fait une obligation pour que ça puisse plus ou moins se mettre en place. Ça devrait être un devoir minimal que l'on a quand on fait travailler des gens, de les mettre dans des conditions quand même qui leur permettent de faire correctement leur travail. Enfin bon, moi il me semble, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Mais enfin,
On a eu besoin d'une loi pour ça. Maintenant, ce qui, moi, m'interpelle, pour ce que je connais de toutes ces législations-là, c'est qu'on réduit effectivement la question du bien-être au travail à, de nouveau, souvenez-vous de ce que j'ai dit des évaluations, à des réalisations objectives, mesurables, quantifiables. Est-ce que vous avez mis de la lumière là? Est-ce qu'il y a une plante là? Est-ce qu'il y a, enfin bon, je dis des bêtises, mais ce sont des choses, effectivement, où on voit qu'on a fait quelque chose pour que le travailleur soit mis dans de bonnes conditions. Est-ce que si vous travaillez assis, vous avez une chaise correcte, etc. Est-ce que c'est mis à la bonne hauteur, machin, un brol? Enfin voilà, ce sont toutes des choses comme celle-là qui, à ma connaissance, sont impliquées dans le bien-être au travail. Par rapport à ce que je viens de vous raconter, maintenant vous vous rendez compte de l'écart qu'il y a. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, hein, mais le bien-être au travail pour moi ne se réduit pas à ça. Si vous me mettez de la lumière correcte, des sièges corrects, etc., enfin voilà, toute une série de conditions. Alors il y a des lieux où on peut parler, compagnie, mais qu'en attendant, ce que vous continuez à exiger de moi, c'est que je vous fasse croire que je suis tout puissant et que je peux tout faire. Si vous continuez dans ce contexte-là à faire en sorte que mon métier, c'est d'atteindre des objectifs sur lesquels je n'ai même pas pu me prononcer, si vous me mettez dans des conditions pareilles pour me soumettre à des procédures que je suis obligé de toute façon de respecter, ben, vous avez un décor qui correspond au bien-être au travail, mais qui en fait cache ou est censé cacher les conditions d'une souffrance au travail. Vous voyez, et donc dans ce que je perçois moi, en tout cas par rapport, je ne connais pas les toutes dernières législations, s'il y a eu des aménagements, mais je pense qu'on n'a pas changé la philosophie. On abordera réellement le bien-être au travail le jour où on osera toucher, mais ça pose des questions à l'infini, donc c'est facile à dire, c'est vraiment pas facile à faire, mais qu'on osera toucher aux contraintes auxquelles sont soumis les travailleurs aujourd'hui. Donc je vous donne un exemple, un médecin dans un hôpital qui me dit, voilà, moi dans mon hôpital, ce qu'on attend de moi, c'est que je vois 30 patients par jour. Mais tant qu'il y aura ce genre d'exigence, on peut me donner un beau bureau avec vue sur un parc et tout ce que vous voulez, mais tant que l'hôpital exige de moi que je vois 30 patients par jour, comment voulez-vous que je fasse du bon travail? Je vous donne un simple exemple, hein. Donc, je vis dans des conditions incroyables, de luxe. L'hôpital n'a pas lésiné sur les moyens, mais en attendant 30 patients par jour, ça veut dire que je ne peux pas m'assurer que quand je donne des informations aux patients, il les a comprises pour avoir un consentement éclairé. Donc, il y a des médecins qui vous disent ça. Je ne peux pas m'occuper de ça. Pas le temps. La salle est pleine, quoi. Il faut que ça tourne, enfin. Donc, vous voyez bien, vous pouvez aménager les conditions de travail. Si vous ne touchez pas, donc pour le dire d'un grand mot, à la rentabilité, par exemple, eh bien, c'est clair que c'est un décor pour mieux soumettre les gens à des exigences qui conduisent à la perte de sens et à l'épuisement. Et alors, du coup, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Ben oui, mais tant que vous ne touchez pas au tabou, ben, vous mettez les gens dans des conditions, même dans un beau décor, où ça ne change rien, quoi. Et donc, c'est comment peut-on réorganiser le travail en essayant d'être flexible par rapport à ce genre de choses. En même temps, il faut bien travailler et soigner les patients qui en ont besoin, hein, mais qu'on mette les gens dans des conditions quand même qui soient un peu plus réalistes par rapport à des questions de fond comme la rentabilité, etc. etc. Moi, me semble-t-il. Mais donc, c'est facile à dire, hein, donc ça, je tiens à le souligner. Maintenant, si on se mettait autour de la table pour voir comment on va le faire, on est parti pour des années, hein. Donc c'est d'une complexité inouïe, ce bazar-là. Oui, bonjour. Bonjour. Merci aussi pour votre développement. Quel est pour vous le travail parfait? Alors, la première idée qui m'est venue, c'est de dire c'est le mien. Mais non, mais alors c'est pas le mien en fait, parce que ça ne conviendrait pas à la majorité d'entre vous évidemment. Mais le travail parfait, ce serait donc c'est celui, et donc évidemment c'est pas la philosophie pour le coup. Donc pour moi c'est la philosophie, mais c'est celui qui, pour reprendre alors le tout début de mon exposé, ben, correspond à ce que vous êtes et vous permet de vous accomplir. Voilà. En étant lucide sur les conditions dans lesquelles vous allez accomplir ce métier-là. C'est-à-dire que ce métier qui vous convient deviendrait un enfer si vous l'enfermez dans les désirs ou dans les conditions que vous lui imposez pour pouvoir être épanoui. Donc c'est à la fois dire, mais voilà, donc ça suppose, donc derrière ça, et là il y a un travail à faire qui est un préalable, c'est d'abord, mais je suis qui moi?
c'est quoi qui me rend heureux dans la vie? Et ça peut être des bêtises, hein. Enfin, la philosophie, d'abord, c'est une bêtise, donc c'est vraiment un machin minoritaire comme c'est pas possible, donc qui a inquiété mes parents quand j'ai choisi ce genre d'études, donc ça veut dire que ça ne fait pas le bonheur de tout le monde, mais n'empêche que voilà, donc, voilà, qui je suis, où est-ce que je vibre, qu'est-ce qui me fait vivre effectivement, et puis après, on a toutes les attentes du monde autour de ce qui nous fait vivre, et donc là, c'est de se rendre compte que ces attentes, ben, ça détruit le jouet, et donc c'est de faire ce travail où, voilà, maintenant je sais ce que je suis, mais maintenant je dois faire attention au monde dans lequel je vis. Et c'est donc d'être sans illusion par rapport à ce métier-là. Donc par exemple, pour ce qui me concerne, et c'est vrai dans tous les métiers, hein, donc ici c'est un titre d'exemple hein, que je peux évoquer ça, c'est que si par exemple je fais ce métier avec des attentes démesurées sur le fait qu'un jour je serai célèbre et que j'aurai mon cercueil au Panthéon, je risque d'être méchamment déçu le jour de mon dernier souffle. Donc vous voyez, c'est voilà, comment je peux faire ce que j'aime, quitte à, par exemple, n'avoir la reconnaissance de personne. Ou s'il y a quelques personnes qui aiment bien ce que je fais, que le jour où je serai mort, ce sera oublié et ça passera avec le reste. Mais si j'ai des attentes du genre, les philosophes, ce sont des gens célèbres, donc je dois être célèbre, vous comprenez, vous êtes en train de vous détruire vous-même dans quelque chose qui vous passionne, c'est malheureux, quoi. Donc voilà, c'est d'avoir donc le métier parfait, c'est celui qui vous correspond. Ça suppose que vous vous connaissiez et dans les conditions dans lesquelles on est amené à devoir travailler pour du vrai. Donc sans attente démesurée par conséquent. Quand vous êtes libre de ces attentes, vous pouvez être disponible pour ce que vous faites et jamais déçu. Et donc ça dépend de chacun pour le coup. Quelles que soient les différences que nous ayons, quelles que soient les forces ou les faiblesses que nous ayons, on a tous des talents, des trucs où on... Je vous donne encore un exemple, je vous rends la parole après. Hein. Il y a des gens qui ont changé de métier. Donc vous connaissez ces gens, enfin, on en parle parfois, des gens qui ont une trajectoire, et puis tout d'un coup, ils arrêtent parce qu'ils se perdent dans ce métier-là et ils font tout à fait autre chose. Eh bien, ce sont des gens qui vous disent, mais on panique hein, quand on fait ça, parce que vous perdez un métier qui est rassurant, qui est garanti sur facture, et vous vous lancez dans une aventure. Mais n'empêche que quand vous discutez avec ces gens-là qui ont fait ce passage-là, donc par exemple, je repense toujours à ce monsieur quand je raconte ça, c'est un monsieur qui était avocat et qui est devenu artiste. Mais ce monsieur m'a expliqué en long et en large, mais je vous assure que le jour où j'ai arrêté d'être inscrit au barreau, mais vous n'en menez pas large, parce que bon, moi j'ai bien vécu en étant avocat, puis maintenant, ben, c'est pas ça qui me fait vibrer, c'est mon métier d'artiste, et je ne sais pas si je serai connu, je ne sais pas si je pourrai vendre mes œuvres, enfin bref, mais en attendant, on n'a qu'une vie, c'est maintenant qu'il faut le faire, et donc la peur au ventre, ben, tant pis, j'ai quand même remis ma toge, et j'ai remis mon inscription au barreau, et je me suis lancé dans l'aventure. Donc ça demande du courage, de ne pas avoir d'attente démesurée, et alors à ce moment-là, on peut oser prendre le risque d'un métier qu'on aime vraiment. On va prendre la dernière question, excusez-moi. Oui. On va déborder complètement. Oui, c'est vrai. Bonjour, moi j'ai une question. Que pensez-vous par rapport aux conséquences qu'il y aurait en laissant passer la rentabilité avant l'humain? Donc, qu'est-ce que je pense si on laisse passer la rentabilité avant? Oui, les conséquences qu'il pourrait y avoir. Ben, pour le dire en un mot, puisqu'on n'a plus beaucoup le temps, c'est qu'une fois que vous êtes dans cette logique-là, ben, ce qui est clair, c'est que l'humain est instrumentalisé. Donc ça veut dire que si vous partez du principe, enfin je vais essayer de le dire en cours, que nous sommes un sujet, nous sommes une personne, quoi, si vous voulez, pour le dire autrement, ben, une fois que vous rentrez dans des systèmes où c'est par exemple la rentabilité qui compte, le fait que vous soyez une personne et un sujet, on s'en fout. La question, c'est est-ce que vous êtes rentable ou pas? Et vos états d'âme, ben, ce qu'on va vous dire dans les lieux où ça fonctionne parfois comme ça, vos états d'âme, vous les laissez au vestiaire. Ce qu'on vous demande, c'est de fonctionner. Donc il y a le fait qu'on va vous réduire à n'être plus que le technicien du métier que vous exercez, donc c'est-à-dire qu'on vous a réduit à des gestes à prester, au nom de, et dans le but de pouvoir garantir la rentabilité. Et de telle manière aussi que, réification, vous devenez alors, l'être humain devient alors une variable d'ajustement. Si au nom de la rentabilité, puisque vous avez été instrumentalisé par la rentabilité,
Si au nom de la rentabilité, on doit vous foutre dehors, bah, on s'en fout de savoir votre situation, vous serez mis dehors, c'est tout, c'est un licenciement. Donc vous devenez une variable d'ajustement dans ce monde-là. Donc voilà, et à partir de là, c'est une dépersonnalisation, etc., etc. Donc par exemple, aussi pour le dire encore autrement, au niveau des conséquences concrètes qu'on voit, et de plus en plus dans beaucoup de secteurs, on en viendra aussi à dire, donc si vous êtes soumis à la rentabilité, c'est pour accomplir une fonction. Et cette fonction, comme je vous l'ai dit, va être définie par des procédures qui sont calculées pour être justement rentables. Bon. Eh bien, regardez, c'est une autre manière de dire la même chose. Que ça soit vous qui l'accomplissiez, ce travail-là, ou que ça soit quelqu'un d'autre, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Donc, ça veut dire que ce que vous êtes en tant que personne unique et singulière dans le monde du travail, c'est pas le problème. Vous n'êtes plus là, c'est pas grave, il y a des gens qui attendent pour avoir votre poste. Voilà. Et donc, les travailleurs doivent mettre entre parenthèses, dans bien des secteurs, cette dimension personnelle. Par exemple, dans le soin, c'est une catastrophe, ça. Hein. Mais en attendant, voilà, vous devez faire ce qu'il y a à faire. Et si c'est pas vous, ben c'est pas grave. Cabinets médicaux, c'est pour vous dire jusqu'où ça va. Et les médecins ne comprennent pas le problème, ne voient pas le problème, et c'est difficile à expliquer, évidemment. C'est quand vous allez maintenant dans les cabinets médicaux, il y a beaucoup de patients qui me racontent, je ne sais pas si c'est partout comme ça, hein, donc il ne faut pas généraliser, mais il y a des situations, quand vous devez avoir une consultation, ben vous tombez sur le médecin qui est là. Vous n'avez plus ce qu'on a connu autrefois et qui existe encore, il y a encore des médecins qui travaillent comme ça, c'est une relation personnelle, et donc si je suis votre médecin de famille, que vous n'en changez pas parce que vous n'êtes pas content, donc si je reste votre médecin de famille, ben on travaille cette relation, et c'est dans cette relation qu'il y a quelque chose comme du soin qui est possible. Ici maintenant, c'est non, que ce soit moi ou mon collègue, si moi j'ai envie d'être absent ou si je suis malade ou que ce soit peu importe les raisons, on s'en fout, mais c'est pas grave, la médecine c'est toujours faire la même chose, c'est un diagnostic, un pronostic, un traitement et un certificat. Et donc on s'en fout pas mal que ce soit moi ou l'autre. Et vous voyez qu'il y a des conditions de travail qui sont imposées dans toute une série de secteurs, ça percole jusque dans les métiers du soin, où on n'est même plus foutu aujourd'hui de comprendre, ça c'est quelque chose qui me met en colère, je suis rarement en colère, mais ça je trouve que c'est grave, les gens sont, pour moi ils sont aveugles, c'est qu'on ne se rend même plus compte de en quoi la relation est déjà un soin. Non, la relation de soin n'est qu'une technique à appliquer correctement. Et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui le fasse, c'est du pareil au même. Et là, donc, au niveau de notre culture, il y a une perte. Donc, les conditions de travail dans lesquelles nous sommes, dans toute une série de secteurs, percolent dans tous les secteurs et nous met dans la situation, même moi je suis à la bourre avec ça, hein, donc nous mettre dans la situation où on a du mal à essayer de faire comprendre pourquoi la relation personnalisée avec quelqu'un est importante. Comment est-ce que je peux essayer de faire comprendre ça à un médecin ? Ben, moi, je vous avoue, ça fait des années que je me pose la question, je ne trouve pas un argumentaire convaincant. Voilà. Enfin bref, donc logique de rentabilité, on dépersonnalise, vous n'êtes plus qu'un objet dans l'affaire qui est rentable ou pas rentable, et si vous n'êtes pas rentable, voilà. C'est aussi simple que ça, si vous appliquez froidement le bazar. Alors moi, j'ai gagné une deuxième dernière question. Donc, je vais voir. En fait, pendant que je vous écoutais, quand on accompagne des personnes qui ont une maladie, qui ont un problème de santé mentale, vous avez beaucoup parlé du désir. Et c'est vrai que j'ai un collègue qui dit parfois que la maladie, c'est parfois une maladie du désir aussi. On n'a plus envie de rien, on ne sait pas comment avoir envie, on n'a plus envie d'être avec les autres, on n'a plus envie de se confronter justement à l'humain du monde. Et du coup, j'essayais chaque fois de me dire, mais tiens, comment est-ce que... je n'ai pas vraiment une question, mais je me demandais comment est-ce que dans votre théorie qui s'appuie beaucoup sur le désir, finalement, comment est-ce qu'on peut imaginer les choses en partant de ce point-là, du point de la maladie, et de se dire, tiens, comment est-ce que cette maladie vient peut-être influencer justement la relation que les gens peuvent avoir au travail, même si bien souvent les personnes ne sont plus vraiment au travail, mais ont envie en tout cas d'être en lien, de faire des activités, vous l'avez dit, bénévolat, être avec les amis, ce genre de choses. Voilà, je voulais vous entendre un peu là-dessus. Oui, donc il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que donc dans l'opposition que je faisais tout à l'heure entre le désir qu'il y ait des choses qui nous soient dues dans la vie, qu'on puisse s'épanouir, etc., donc vous êtes dans l'imaginaire, et quand on se casse la figure, quand on connaît des échecs, c'est souvent comme ça que ça vient dans nos vies, on se rend compte qu'on a beau s'accrocher à ces désirs-là, c'est du vent, et que la vie n'en a que faire, la vraie vie dans laquelle nous sommes.
Donc on se retrouve confronté à quoi? On se retrouve confronté, donc quand on le dit pour aller vite, on se retrouve confronté à une vie, donc s'il fallait le dire d'un mot, quand on souligne cette dimension-là, c'est, donc la vie ne se réduit pas à ça, hein, mais donc si on souligne cette dimension-là, c'est une vie dans laquelle il n'y a rien qui m'est dû. J'aimerais bien une vie, ça c'est mon désir, où il y a des choses qui me sont dues. Par exemple, il m'est dû qu'on soit juste avec moi, il m'est dû qu'on me respecte, il m'est dû qu'on me dise merci quand j'ai donné quelque chose, enfin tout ce que je vous ai raconté, quoi, hein. Et puis je me rends compte au quotidien que je peux bien le désirer, mais c'est pas tous les jours comme ça que ça fonctionne. Manifestement, la vie ne correspond pas à ça. Donc dans la vraie vie, il n'y a rien qui est dû à personne. Alors si vous avez de la chance, tant mieux, parce que tout le monde vous dit merci par exemple, mais sachez que ça ne vous est pas dû. Et donc c'est effectivement une chance que vous avez. Bon. Une fois que donc tout le travail à faire, quand on est confronté à cela, à une vie qui ne correspond pas à mes attentes, et je ne comprends pas, je ne sais pas ce que je dois faire, c'est donc d'essayer d'apprivoiser d'abord ce monde comme il va, parce que c'est dans celui-là que je vis, et il n'y en a pas d'autre. Et tant que je le refuse, je suis en guerre contre lui, et donc je ne peux pas être heureux, c'est pas possible, je n'aime pas cette vie-là comme elle va. Donc c'est d'abord d'essayer de l'accepter. Une fois que vous l'avez accepté, donc ça c'est une première réponse à votre question, alors donc une fois que vous acceptez qu'il n'y a rien qui vous est dû dans la vie, bon, et on fait quoi avec ça? En fait, je vais vous le présenter comme un raisonnement, mais ce n'est pas un raisonnement. Les gens qui arrivent à intégrer ça dans leur vie, il n'y a rien qui m'est dû. Eh bien, si je veux être heureux quand même dans le monde, d'accord? Donc je veux essayer d'être heureux, je veux essayer de faire quelque chose de ma vie. Bon. Eh bien, puisqu'il n'y a rien qui m'est dû, et notamment le bonheur que je vise, eh bien, la conclusion, ce n'est pas une conclusion, mais enfin, la conclusion que vous allez tirer, c'est que si je veux être heureux, puisqu'il n'y a rien qui m'est dû et le monde n'a que faire de mon pseudo-bonheur, eh bien donc c'est moi qui dois me battre pour essayer d'être heureux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Et voilà que l'acceptation d'un monde dans lequel il n'y a rien qui est dû se traduit en fait non pas par la résignation, oh ben s'il n'y a rien qui est dû, alors on ne fait rien, ça ne vaut pas la peine. Si vraiment vous intégrez ça dans votre vie, ça devient, si je veux être heureux et si je veux que les gens que j'aime soient heureux, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions, puisque ça ne viendra pas de l'univers, eh bien, il faut que je me bouge pour essayer d'y arriver. Et en sachant, ça c'est la cerise sur le gâteau, et en sachant que, effectivement, ce n'est pas parce que je me bouge que je vais réussir. Ce n'est pas parce que je me bats dans le monde qu'il me sera dû d'avoir le bonheur que je brille. Et pourtant, ça vaut la peine d'essayer. Parce que si je ne fais rien, j'aurai rien, ça c'est sûr. Bon, maintenant, ça c'est un premier niveau de réponse, donc on n'est pas du tout dans la résignation, etc. Maintenant, quand on découvre que le monde ne correspond pas à ce qu'on désire, donc concrètement, c'est quand on se prend des baffes dans la figure, quoi, hein, donc en général, c'est comme ça que ça vient. Eh bien, c'est vrai que, donc là, je vous renvoie des choses qui sont hyper connues, évidemment, mais c'est tout simplement qu'on sait que la perte de ces désillusions, enfin de ces illusions qui deviennent des désillusions, donc la perte de ces illusions, ça ne va pas se traduire automatiquement par le fait que donc je vais accepter évidemment la réalité. En fait, c'est tout un cheminement. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot ici, et c'est adéquat, c'est un travail. Et ce que montre la clinique, là ce n'est pas les philosophes qui peuvent le pondre, là il faut écouter évidemment les gens qui travaillent avec des personnes qui sont secouées par la vie. Ce qu'elles nous apprennent, c'est que ce travail qui va amener quelqu'un à se donner une chance d'accepter le monde comme il est, pour essayer maintenant de voir comment je me débrouille là-dedans, comment je vais essayer d'être heureux là-dedans, eh bien ce travail se fait toujours en deux temps. Et le premier temps, c'est quoi? Le premier temps, c'est toujours un temps où on va refuser la réalité qui me tombe dessus. Donc, je veux vivre dans un monde où on est juste. Tout d'un coup, je découvre qu'il y a quelque chose que ça ne marche pas comme ça. Premier réflexe, c'est pas de se dire « Oh, c'est que j'avais des illusions et je vais accepter. » Non, c'est pas ça qui se passe. La première chose que l'on fait, c'est « Mais c'est pas possible, le monde est mal fait. » Et on va essayer de repousser ce qui est en train de me tomber dessus. Et donc je suis victime et j'ai des droits, etc. Et je vais partir, je vais revendiquer parce qu'il y a des choses qui me sont dues, enfin. Et je ne vais pas lâcher le morceau. Il y a des choses qui me sont dues. Et puis ce n'est que dans un deuxième temps que j'ai beau revendiquer, me vivre comme victime et croire que je me rends compte que j'ai beau dire que je suis une victime, les gens s'en foutent en fait. Enfin, voilà, c'est pas comme ça que ça va. Et donc je ne suis une victime que parce que je pense que je suis lésé par rapport à des choses que j'ai rêvées, quoi. Enfin, bon, donc, petit à petit, ce n'est que dans un deuxième temps qu'alors on peut se déplacer et commencer à essayer de retomber sur ses pattes et puis d'accepter peut-être le monde comme il va, pour voir après comment on peut se débrouiller dedans. Bon. Dans ce premier temps, où
on refuse la réalité qui nous tombe dessus, donc on refuse d'accepter qu'il n'y a rien qui est dû à personne. Eh bien, ce que montre donc la psychologie de base, alors c'est vraiment des choses basiques, c'est qu'il y a notamment, vous parliez du désir mis en berne, il y a notamment le fait que s'il n'y a pas de justice dans le monde, je suis tellement incapable pour l'instant de l'entendre que pour moi c'est que le monde n'a pas de sens, foutez-moi la paix, je ne veux plus rien faire. Donc ce sont des gens qui vont s'effondrer devant le constat du monde, donc c'est un effondrement intérieur, ça passe par de la dépression, par je ne sais pas, tous les symptômes qu'on connaît, le burn-out, etc., rentrent là-dedans aussi, mais ce n'est pas de la dépression, mais enfin on est dans les mêmes effondrements, et où effectivement je deviens incapable de désirer. Si le monde est ce qu'il est, et je le vois à travers les blessures que le monde m'impose, moi je ne m'y retrouve pas, enfin. Ce temps où je m'effondre, où il n'y a plus aucun désir, c'est foutez-moi la paix, je veux voir personne. Je ne veux plus sortir, je n'ai même pas faim, je suis incapable de dormir, ça ne va pas. Eh bien, ce temps de repli sur soi sans désir, ça fait partie du travail par lequel je vais un jour peut-être me donner une chance d'accepter. Ce n'est pas à comprendre comme une espèce de fuite ou je ne sais quoi d'autre, c'est ce travail par lequel, pour le moment, mon désespoir en témoigne, ça travaille en moi avec ce que je viens de vivre, ce que je croyais que j'aurais dû vivre, et je ne m'y retrouve pas là-dedans. Si vous empêchez les gens de passer par ces comportements-là et de les respecter, et pour le moment, ils n'arrivent pas à retomber sur ses pattes, donc ça ne sert à rien d'aller écouter M. Nonio qui dit qu'il n'y a rien qui est dû, ils ne l'entendront pas. Ils n'en ont rien à foutre de ça. Enfin, ce n'est pas le moment, ils sont qu'on me foute la paix, c'est tout, c'est ce que je demande. Eh bien, si vous ne laissez pas ce temps qu'il faut donc accompagner, donc la relation de soins, pour revenir à ce problème de la relation de soins, ce n'est pas tout de suite faire en sorte que les gens aillent mieux, c'est parfois les accompagner dans leur souffrance. Et par exemple dans le refus du monde comme il va, parce qu'ils n'ont pas la case, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le courage, enfin, peu importe ce qui est en jeu, mais enfin ils n'y arrivent pas à comprendre que c'est comme ça que ça va et pas autrement. Ben, ce n'est pas un défaut, on est tous limités, souvenez-vous, ben, ces gens-là le vivent comme ça, il faut le permettre. C'est leur manière à eux de dire que pour l'instant, ils sont écrasés par le monde, un monde qu'ils ne comprennent pas. Il faut les accompagner. Pourquoi ? Donc non pas pour les forcer à en sortir, mais quand même, dans la mesure où d'une part, il faut pouvoir donc mettre des mots là-dessus et d'abord dire, eh bien, plutôt que de dire « Allez, on va aller faire des courses, on va se distraire ». Non, si tu veux voir personne, c'est que tu as une bonne raison. Et d'abord, essayer de rejoindre la personne là où elle en est. Et en même temps, c'est ça l'ambiguïté dans laquelle on est, c'est qu'il ne faut pas laisser les gens s'enfermer là-dedans. Pourquoi ? Il n'y a qu'une raison que moi j'ai trouvée qui est relativement universalisable, enfin que tout le monde peut comprendre, je veux dire, c'est que tout simplement c'est un comportement qui traduit que la personne est en souffrance pour le moment. Et on ne laisse pas des gens en souffrance. Mais on ne les soigne pas non plus malgré eux. Donc il faut accepter qu'ils aient besoin de passer par là. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre, d'après des récits, ça peut prendre des années. Et donc c'est toujours rester dans la relation avec ces gens-là qui en sont là pour l'instant, en espérant qu'à un moment donné, il y a quelque chose peut-être qui va se débloquer, qu'on peut essayer de travailler, mais on est sur ce chemin-là pour se demander si finalement il n'y a pas moyen quand même de faire avec ce qui s'impose à nous. Enfin, dans la majorité des cas, dans ce qu'on peut, enfin, quand des gens s'amusent à faire des statistiques et compagnie, je ne sais pas trop bien avec quelles données, mais enfin soit, la majorité d'entre nous, on arrive à rebondir à un moment donné. Mais on a eu besoin de passer par ce moment-là où je veux voir personne, ou bien je suis en colère contre la terre entière, ou je ne sais pas quoi d'autre, enfin peu importe. Il faut s'autoriser à passer par ces moments-là. Parce que c'est justement ça le travail à faire. Épuiser, si vous voulez, pour le dire autrement, ce qui se joue là-dedans, c'est qu'on épuise toutes nos tentatives de refuser ce monde comme il est, et ce n'est que quand on est arrivé au bout de toutes ces tentatives que il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est peut-être d'essayer de jouer avec. Alors, voilà. Mais il faut d'abord épuiser toutes les tentatives. Et ça prend du temps. Pour le dire, voilà, mais je ne sais pas si ça... Alors, ce n'est pas une question, donc ce n'est pas la dernière question, mais c'est juste un attement pour votre colère. Gardez-la sur la médecine fonctionnalisée. Mais peut-être dire à ces médecins de ne pas confondre qualité de vie et vie de qualité. Voilà, tout simplement. Exact. Ne pas confondre qualité de vie et vie de qualité. Tout à fait. Très bien, merci. Ça, c'est la dernière. Oui, bonjour et félicitations.
Oui, mais je crois qu'Alexis parlait aussi des maladies chroniques. Oui, oui, bien sûr. Donc, c'est difficile de dire à ce moment-ci, nous sommes. Bon, moi, je souffre d'une maladie chronique, ce sera toute ma vie. Donc, voilà. Mais c'était pas tellement pour ça. C'était. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous en avez parlé lors de votre speech, qu'il y a de plus en plus d'évaluation des travailleurs? Parce que moi, j'ai un proche comme ça qui a fait un burn-out, se faire coter par sa hiérarchie, c'est déjà pas très très gai, mais là, il devait se donner des notes entre travailleurs de même hiérarchie, quoi. Même statut. Et c'est comme quand on téléphone à sa banque ou un vendeur de la vaisselle ou quoi, il faut toujours coter la personne, etc. Et j'ai l'impression, enfin moi j'ai 49 ans, mais depuis une vingtaine d'années, ça s'est développé à fond, quoi. Et ça doit vraiment être très désagréable. Tout à fait, oui. Donc on est dans le règne de l'évaluation. Alors, ouais. donc juste dire par rapport à ça, à la fois, donc il y a une ambiguïté là, hein, et il faut rester dans la nuance à mon avis. Donc si dans l'évaluation, l'enjeu c'est donc de rendre compte de son travail, ça c'est tout à fait légitime. On doit pouvoir rendre compte de son travail. Ça, c'est pas, on ne fait pas en cachette. Ça implique toujours les autres tôt ou tard, donc je dois être capable de dire ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Donc, ce que je vais dire ne remet pas en question le fait qu'il y ait une forme d'évaluation nécessaire, c'est-à-dire où pas forcément je suis jugé par mes pairs ou par d'autres, mais au moins je partage ce que j'ai fait. Maintenant, donc, le drame, c'est que, et c'est là qu'il y a une critique à avoir, d'où l'ambiguïté, à la fois c'est nécessaire, mais ce que ça devient, c'est quoi? C'est soit un jeu de concurrence où on s'évalue entre nous et le but du jeu, c'est de se tenir, enfin voilà quoi, hein, donc et c'est éventuellement pour couler l'autre, ou bien donc, le problème le plus important, me semble-t-il, parce que celui-là il est présent dans beaucoup d'endroits, c'est que les critères d'évaluation utilisés pour rendre compte de son travail sont parfois à côté de la plaque, c'est-à-dire à côté de la réalité du travail que l'on preste. Et du coup, on a l'impression de devoir jouer un jeu de dupe, quoi. Donc, et c'est ce que je vous disais tantôt avec le bonhomme d'infirmier qui faisait de la contention. Donc il y a mon travail que je fais, puis on m'oblige d'en parler dans les questionnaires qu'on doit remplir quand on fait une contention. Ben, j'oublie ce que j'ai fait et maintenant je fais correctement ce que le questionnaire me demande de remplir, quoi. Et donc vous êtes dans des évaluations qui sont des jeux de dupes. Vous voyez, enfin voilà, c'est une caricature, mais réelle, hein, pour le coup, mais où on en arrive à des choses pareilles. Et donc on est en étant jugé sur des choses qui sont des critères qu'on n'approuve pas soi-même parce que ça ne correspond pas à son travail, ben, on est à la merci de celui qui évalue, parce que je ne comprends pas vraiment ce qu'il évalue, je peux me tromper dans ce qu'il dit parce que c'est pas ça mon métier. Enfin, vous imaginez le stress dans lequel on est, évidemment. Par rapport à la maladie chronique, donc par rapport à ce que je vous ai raconté, tant qu'on reste accroché au désir d'être quelqu'un en bonne santé sans maladie chronique, on se met soi-même dans la situation de ne pas arriver à apprivoiser cette réalité. Quand on accepte qu'on est quelqu'un de fini, de limité, hein, ce que j'évoquais tantôt, une des formes concrètes sous laquelle ça se manifeste dans nos vies de tous les jours, c'est pour certains d'entre nous sous la forme d'une maladie, que ce soit une maladie mentale, que ce soit simplement j'ai un cancer dont j'ai été soigné, ou que ce soit, je ne sais pas quoi, quel que soit mais voilà, tous ces sujets-là nous rappellent, toutes ces expériences-là nous rappellent que nous sommes bien limités, que oui, c'est bien beau de dire qu'on doit rester en bonne santé, mais la vraie vie, c'est qu'on se heurte à la réalité, on est blessé ici ou là, on vit des traumatismes, des stress, on est atteint parfois dans son corps. La question, c'est plutôt que de rester accroché à quelque chose qui n'existe pas, et puis on vieillit, tout simplement. Donc, c'est comment je peux aimer ce que la vie fait de moi. Et donc, non pas jouer au héros, mais accepter que j'ai ces limites-là. De toute façon, les autres qui ne sont pas malades, éventuellement, de toute façon, ils sont limités aussi, et ils le sont autrement. Donc, on ne peut pas exiger que tout le monde ait une maladie mentale ou physique ou je ne sais pas quoi, mais ce à quoi on peut s'attendre, c'est que tout le monde, quelle que soit sa différence, assume à sa manière ses propres limites à lui. Et qui change, parce que de toute façon, par exemple, tout le monde vieillit. Donc ça, voilà. Donc on retrouve la même tension, quoi. Eh bien voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.